qui a marqué, c'est-à-dire l'événement du France Football, c'est le positionnement de la direction du PSG. Nous, moi, par exemple, ça me rappelle en 2005, quand il y avait un Ronaldinho, Samuel Eto'o et puis il y avait Franck Lampard, c'est-à-dire il y avait deux joueurs parmi les trois du Barcelone. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu Laporta dire que Ronaldinho Ballon d'Or ou bien Eto'o Ballon d'Or. Idem pour 2010. Et il y avait même Real de Madrid. Parfois, il y avait trois joueurs du club qui étaient parmi la liste. Comment vous jugez Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Déjà qu'ils le pensent, c'est-à-dire qu'ils pensent que voilà, eux ils vont poser pour Ousmane plutôt que pour Achraf. Pour moi déjà c'est choquant qu'ils le pensent, Ouais, mais qu'en plus ils le verbalisent, ils l'énoncent, ils le disent, c'est encore pire. ouais, C'est encore pire, c'est encore plus choquant. Ils ouais. auraient pu s'abstenir de le faire. C'est des commentaires franchement qui apportent rien. Et je trouve que c'est désobligeant vis-à-vis de Achraf Hakimi, Ouais, qui est un grand serviteur de ce club, qui en est le vice-capitaine. Et quand Marquinhos n'est pas sur le terrain, ben, ils sont bien contents d'avoir Achraf comme leader. Et ouais, il n'y a qu'à voir ce que dit Luis Enrique sur son joueur. Il n'y a qu'à voir ce que Achraf Hakimi est devenu depuis le départ de son ami Kylian Mbappé, hein, tout à dans le fait, Paris Saint-Germain. tout à fait, Combien il est influent sur le terrain, en dehors de terrain, combien il est impactant sportivement tout à fait. par ses courses, par ses passes décisives, par son efficacité devant le but. Voilà. Et moi, franchement, j'ai été extrêmement choqué. Et si j'étais Achraf Hakimi, je serais forcément blessé que mes propres patrons fassent ce type de déclaration. Qu'ils le pensent, ça me blesserait. Mais qu'en Ouais. plus, ça soit sorti parce qu'ils l'ont dit, c'est encore pour moi encore plus grave. Et c'est dommage parce que ils n'ont pas à choisir. Ils doivent se dire, ben on est fiers et on est content et on espère que le Ballon d'Or 2025 viendra de nos rangs. Putain, putain, accepte, accepte. Putain, je ne comprends pas. Accepte, s'il te plaît. Ouf. Voilà. Ben Franck, je me permets de vous en... déjà, bonsoir Franck. Je vais vous envoyer l'invitation sur le champ. Ben, acceptez l'invitation, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que... Ah oui! Ah, là, ça commence à être bien. Vous tournez juste Ah ben oui. Là, on est oui. Vous m'entendez? Ouais, je suis là. Ben, tout va bien? C'est bon? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Bah, je sais pas si on peut démarrer directement sans le fait de couper et de relancer. On Allez, peut. c'est parti. Ah ben c'est parfait. Déjà, bonsoir Franck. Ça fait plaisir et merci beaucoup le fait que vous avez accepté mon invitation. Vous savez à quel point je cherchais un gros nom dans le domaine médiatique en France. Voilà. Et on va pas trouver mieux que Franck qui a travaillé sur France Football, qui connaît bien l'Afrique, qui a une grande connaissance pour le foot africain et surtout que toute l'Afrique elle sera devant la télé ce lundi-là, d'accord, pour le fameux événement du France Football. Je pense que c'est la 69e Ballon d'Or, d'accord. Absolument. Voilà, qu'elle sera voilà donnée pour celui qui a fait une saison stratosphérique
on va dire, une saison exceptionnelle au niveau du trophée, au niveau de la détermination avec son club et avec son équipe nationale, etc. Franck, tout d'abord, je vous laisse un petit mot de salutation aux gens qui vont regarder ce live, d'accord? Et puis on démarre sur nos sujets. Bah déjà, merci pour l'invitation. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est de m'excuser parce que nous étions censés échanger lundi soir et c'était prévu comme ça. Après, je ne suis pas quelqu'un qui est très présent sur Instagram et en fait, pour tout vous dire, il a fallu que je travaille, que je traficote un peu mon téléphone de Ah ouais, façon à effectivement pouvoir être disponible. Voilà, j'ai dû supprimer euh, des, euh, des applications qui me ouais. prenaient beaucoup d'espace. Je le savais pas, moi. Je pensais que une fois qu'on a Insta, ben, tout se passe comme ça, mais pas du tout. Moi, j'ai un téléphone avec une petite capacité et ça bloquait en fait notre échange du lundi. Donc, toutes mes excuses à ceux que vous aviez prévenus qui devaient être en direct et nous écouter, éventuellement peut-être nous interpeller. Et puis, bah, Bien sûr. très heureux d'être là pour évoquer ma passion pour le football africain. Puis bon, les échéances, on en a parlé à l'instant, le Ballon d'Or. Il y a une Coupe d'Afrique des Nations dans quelques semaines, dans moins de 100 Au jours Maroc, au Maroc. Et puis, voilà. bon, plein de choses encore tout au long des mois qui viennent. Bien sûr. Permettez-moi de saluer en même temps l'arrivée d'une grande journaliste marocaine. C'est une collègue, elle s'appelle Asma. Je vous passe le salut. Et d'ailleurs, ça me rappelle, lorsque je vous ai contacté, je vous ai dit coach, d'accord? Et vous m'avez Oui. dit que vous étiez trompé, hein? Ah, ouais, ouais. Je suis pas coach, j'ai du mal à être un joueur. Alors coach, non. Ma volonté du moment, c'est de devenir coach entre guillemets, mais plus pour les journalistes africains. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite développer dans les semaines et les mois et les années à venir, c'est-à-dire mettre mon expérience et mon expertise au service des journalistes du continent africain. Oui. Voilà, des associations de journalistes sportifs, etc. Oui. Et de les aider si vous voulez, à être dans le tempo et pouvoir faire de la formation continue et être présent et tout simplement les aider parce que je considère que moi, j'ai eu la chance d'avoir des journalistes expérimentés tout au long de mon parcours et donc j'ai envie aujourd'hui de rendre ça à la jeune génération. Donc ça, c'est vraiment l'objectif pour les prochains temps. Et ça me fait surtout d'aider. Vous avez parlé des grands journalistes et vous faites partie des grands journalistes, sincèrement. Vous savez que dans les pays maghrébins, on est trop attaché, bien sûr, au domaine médiatique français. D'accord, aux chaînes françaises, à l'équipe du dimanche, à l'équipe du soir, à tous les grands journalistes, Mais ben, il y a des on bons, est pourtant il y a des touché. bons médias, il y a des bons médias hein, en Afrique du Nord, en particulier au Maroc. Donc, faut pouvoir s'en détacher aussi ou prendre ça comme, enfin, je veux dire, c'est pas non plus, vous me permettrez la comparaison, mais c'est pas un évangile quoi de retrouver, de suivre les médias européens et français. Il y a d'autres médias. Moi, j'ai fait partie de médias et je continue de collaborer avec certains médias français. Mais je veux dire par là, il y a d'excellents médias et notamment au Maroc et notamment dans le domaine du sport. Donc, franchement, il n'y a pas de quoi rougir et il n'y a pas de quoi. Enfin, je veux dire, la comparaison, on peut l'établir. Hein. Bien Pour sûr. avoir travaillé souvent avec des journalistes marocains ou d'autres pays du continent, il y a beaucoup de qualités, notamment dans la jeune génération. Peut-être ce qu'il y a encore à travailler, c'est effectivement, pardon, ce qu'il y a à travailler, c'est sans doute aussi être dans la prise du recul. Voilà, prise de recul par rapport à l'information, par rapport à l'événement, parce qu'on est toujours à réagir à chaud. Moi, Oui. j'ai appris avec le temps à moins réagir à chaud, être plutôt analytique, mais souvent, et c'est vrai que c'est la tendance aujourd'hui, c'est que les médias réagissent à chaud. Donc, Tout à ça va être le cas encore dimanche soir et lundi, au fait. moment où on va attendre le Ballon d'Or, les gens ils vont être à chaud, tout ça, ils vont s'enflammer, les réseaux sociaux aussi, alors qu'en vérité, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Il pourra y avoir peut-être des déceptions, il y aura peut-être de bonnes nouvelles, mais avant de se lancer dans des réactions un peu urticantes, des réactions qui piquent, il faut comprendre ce que c'est. Le Ballon d'Or, c'est quand même très particulier. Et donc, bah oui, je sais bien que les Marocains, depuis des mois, ils ne pensent qu'à un seul joueur. En Je les effet. comprends et je les rejoins un peu parce que c'est aussi mon favori de cœur. Mais voilà, il y a 100 votants
le jury du Ballon d'Or de France Football, le jury masculin, c'est 100 votants qui correspondent en fait aux journalistes, à un journaliste par pays classé dans le top 100 du classement FIFA en juillet et août. Et à partir de là, ben déjà, il n'y aura pas énormément de jurés africains. Il y en aura quelques-uns, mais pas tant que ça. Et puis ils n'ont pas tous, voilà, ils n'ont pas tous, ils ne suivent pas tous avec la même acuité le championnat français. Il y a peut-être des choses qui leur auront échappé, notamment par rapport à Achraf Hakimi, par exemple. Ils l'ont suivi en Ligue des Champions, mais ça ne suffit pas. Il fallait aussi le voir dans le championnat. De France, effectivement, de la Ligue 1. Avant qu'on parle du sujet et qu'on rentre bien sûr sur le sujet, on parle un peu de ce fameux trophée du Ballon d'Or, d'accord, qui a été démarré en 1956 comme une récompense par rapport aux joueurs, d'accord, avec un Luis Suarez, si j'ai une bonne mémoire, hein, voilà, qui a gagné le premier trophée. Non, c'est pas lui le premier, hein. Il y a eu du monde bien avant lui. Mais il y a effectivement, c'est un trophée qui est ancien. Et la particularité de ce trophée, et qu'il l'a conservé, c'est que ce sont les journalistes qui votent. Et qu'au départ, c'était une affaire uniquement européenne, ce qui est un peu dommage, parce que déjà en Europe, il y avait des joueurs africains, notamment d'Afrique du Nord, et puis il y avait aussi des joueurs sud-américains et sud-américains. Et longtemps, trop longtemps, dans France Football a considéré avec ce jury que c'était une affaire uniquement européenne. Puis à un moment donné, et ça correspond à l'époque où moi je collaborais à France Football, il y a une réflexion et ils l'ont ouvert aux joueurs évoluant en Europe, mais de tout pays. Vous pouviez être asiatique, sud-américain, nord-américain, africain, et être éligible au Ballon d'Or de France Football. C'est comme ça que le premier lauréat, au moment où le Ballon d'Or a été élargi à tous ces pays-là, le premier, ça a été Georges Weah en 95. Mais avant ça... On va y arriver. Excusez-moi, Franck, on va y arriver à ce premier trophée du Mister George, d'accord. Son fils hier, il a marqué un but au Bernabéu, voilà, avec l'OM. Mais pourquoi le trophée, il était, c'est-à-dire focalisé pour les joueurs européens 100%. Peut-être on va pas parler des années 60, là où il n'y avait pas assez de joueurs qui évoluaient, par exemple, dans les championnats européens, pas comme les années 80, là où il y avait de Zico à l'AS Rome, ou bien à Napoli, Maradona, il y avait c'est-à-dire des grands noms qui étaient dans les championnats européens, mais on a attendu jusqu'au 95. Qu'est-ce qui était c'est-à-dire l'objectif avant 95 et qu'est-ce qui a changé, c'est-à-dire par rapport à l'année 95? Bon, moi, j'avoue avoir connu, je suis arrivé en 91 à France Foot et déjà, je trouve que il fallait une réforme. Enfin, je veux dire, les journalistes qui étaient là, qui étaient en place, c'était un peu un système qui, pour moi, ça ronronnait, quoi. Il fallait aller vers quelque chose de plus moderne et effectivement s'ouvrir aux joueurs qui ne sont pas européens, mais qui évoluent en Europe. Mais ça tardait. Et puis, à un moment donné, sous l'impulsion d'une jeune génération de journalistes, à l'époque, la rédaction en chef, il y avait des gens comme François de Montvallon, il y avait Patrick Lafayette, et sous leur impulsion, c'était des jeunes journalistes. Eux, ils avaient envie d'ouvrir le trophée, mais finalement, c'est arrivé avec un autre rédacteur en chef, un autre directeur de la rédaction. Et effectivement, en 95, ils ont décidé de faire un Ballon d'Or, on va dire mondial. Mais ce qui est dommage dans l'histoire, c'est que un petit peu pour se rattraper, France Football, dans ces années-là, a remis des trophées un peu commémoratifs, notamment à Diego Maradona. Il est venu, moi j'ai vu Diego Maradona, j'ai dîné avec Maradona. Il était venu recevoir un trophée un peu commémoratif parce que si vous réfléchissez bien, il aurait dû en avoir plusieurs des trophées de Ballon d'Or. Mais comme le Ballon d'Or était restreint uniquement aux Européens, était une affaire européenne, hélas, il ne l'a jamais eu. À un moment donné, pour se faire pardonner, les jeunes journalistes ont dit « Mais non, c'est un génie absolu. Pelé lui-même a eu un Ballon d'Or commémoratif, etc. » Donc, il y a eu une réflexion qui a été entamée. Ça a pris quand même du temps. Et il a fallu l'arrivée de Gérard Ernaut en tant que directeur de la rédaction, avec Denis Chaumier comme rédacteur en chef, pour faire en sorte que le Ballon d'Or devienne une affaire
mondial, d'abord au niveau des joueurs, et puis ensuite, au début des années 2000, ils ont décidé d'élargir les votants, ne plus avoir que des votants européens, mais aussi avoir des votants asiatiques, sud-américains, nord-américains et africains. Oui, Voilà. oui, effectivement. Mais ça a pris Eh bien, trop de temps. Vous avez raison, oui. ça a pris trop de temps. Moi, je trouve que c'était pas normal. Et heureusement que cette direction a été prise. Mais pour avoir travaillé moi avant le Ballon d'Or, européen, j'ai travaillé sur le Ballon d'Or africain qui est mort en 94. Oui. Et si vous regardez aussi l'évolution du Ballon d'Or africain, le Ballon d'Or africain au début, il y avait que des votants francophones, quasiment pas de votants anglophones. Ça faisait un Ballon d'Or africain avec seulement quelques pays. Et aujourd'hui, il y a encore quelques années, il y avait des journalistes africains anglophones qui s'adressaient à moi en disant « Mais ouais, mais vous, France Football, vous avez fait du n'importe quoi, vous attribuez un trophée africain uniquement avec des votants francophones du Congo, du Bénin, du Togo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'ils connaissaient des joueurs sud-africains, ghanéens, nigériens, etc. » Ils ont raison. Voilà, vous voyez. Et effectivement, France Football, on a reproché ça. La critique était valable, mais il faut quand même reconnaître aussi que France Football avait une vision en créant le Ballon d'Or européen, puis en créant le Ballon d'Or africain. Faut leur reconnaître ça quand même. Voilà. Qui d'autre que France Foot a fait ça? Franck, là je voulais vous parler un point par rapport au trophée de 1994, parce que ça a été un trophée un peu, je parle du trophée Ballon d'Or, d'accord, Ouais. c'est-à-dire du football, qui a été gagné par Hristos Stoichkov. On parle toujours qu'une année de Coupe du Monde égale une année là où le joueur qui fait une très bonne Coupe du Monde et qui part jusqu'au bout, il est le plus favori. Stoichkov, il n'a pas gagné la Ligue des Champions, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, était éliminé en demi-finale. Certes, il était meilleur buteur. Est-ce que ça a été parmi les raisons qui a poussé c'est-à-dire France Football, de sortir de l'ordinaire européen et de chercher, c'est-à-dire des joueurs qui sont plus performants, notamment à l'image de ce qui était passé en 95 avec OEA ou bien en 97 avec Ronaldo le phénoménal? Ça a peut-être effectivement influencé le fait, voilà, que il y a eu le Brésil champion du monde, etc. à ce moment-là. Mais la vérité, effectivement, c'est que tous les grands championnats étaient dominés par des joueurs sud-américains, pas seulement européens. Et puis il y avait l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs africains. Et donc, à l'arrivée de Gérard Ernaud en tant que directeur de la rédaction, aux côtés de Denis Chaumier, rédacteur en chef, ils ont dit, ben nous, le premier changement politique, c'est d'ouvrir le Ballon d'Or à tous les joueurs évoluant en Europe, quelle que soit leur nationalité. Et ça aurait dû être fait bien avant, mais l'ancienne génération des dirigeants de France Football ne l'avait pas fait. Donc, voilà, comme on dit, mieux vaut tard que jamais, c'est arrivé. Et ça a permis ensuite, effectivement, de voir beaucoup de joueurs non européens, mais qui brillaient, de figurer dans les listes de candidats de possibles Ballons d'Or. Il y en a eu. Et ça s'est enchaîné à partir de 95. Moi, je me souviens, j'avais travaillé notamment, à l'époque, les journalistes de France Football étaient sollicités pour bâtir la liste des candidats. Et moi, on m'avait dit, puisqu'on l'ouvre notamment aux Africains, qui peux-tu nous soumettre? Et donc, j'avais soumis quelques noms de joueurs. Je crois que j'avais soumis Sunday Oliseh, le Nigérian. Je crois qu'il y avait Anthony Yeboah, le Ghanéen. Et puis, Georges Weah, le Libérien, entre autres. Voilà. Donc, on avait décidé vraiment de l'ouvrir et pour cela, de mettre dans la liste des gens qui correspondaient à cette ouverture. En revanche, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est pas les gens de France Football qui votent. Ce sont les votants, chacun représentant un pays à l'époque européen. Ils ne recevaient aucune consigne. On n'est pas dans un bureau de vote. Si le votant arménien ou le votant espagnol a décidé de voter pour un tel, de toute façon, quel que soit il a le choix, il a la liberté surtout de choisir qui il veut, et surtout, et c'est ça qui est important, le vote d'un pays important comme l'Espagne ou comme l'Allemagne ou l'Angleterre vaut autant qu'un pays moins important comme l'Arménie. L'Arménie étant parmi les votants,
Mais le votant arménien, il avait autant d'importance que le votant espagnol. Voilà. Il y avait de l'égalité au niveau des votes. C'est-à-dire, il n'y avait pas un impact de pays entre un pays et un autre. Exactement. Il n'y avait pas de consigne de la part de la rédaction de France Ouais. Football. Oui. Et puis, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas les téléphones portables comme maintenant. Enfin bon, on part d'une époque que les jeunes peuvent considérer comme de la préhistoire Oui. sur le plan technologique. Ouais. Il fallait joindre les gens par des mails, etc. Enfin bon, ou des fax. Non, il n'y avait pas les Oui. mails encore, c'était les fax ou parfois les téléx. Mais je veux dire par là, c'était quand même compliqué. Et Oui. on faisait en sorte que tous les pays européens ayant un votant Oui. remettent dans les délais qui leur étaient demandés leur liste de 5. C'est Oui. tout. Donc le votant norvégien, il avait autant de poids, il valait autant de points que le votant de Le français l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie. ou bien Exactement. l'italien, etc. Voilà. Voilà. Oui. Et le votant français n'était pas le votant d'une autre rédaction, mais bel et bien le rédacteur en chef ou le directeur de la rédaction de France Football. Voilà. Mais il y avait une réflexion, c'est-à-dire on discutait entre gens de la rédaction de France Football, on disait un petit peu notre sentiment, et puis ensuite le rédacteur en chef et le directeur de la rédaction se réunissaient pour déterminer ceux pour lesquels ils allaient voter. C'était comme ça. Mais ça a évolué ensuite, comme je vous le dis, jusqu'au milieu des années 2000 avec une évolution encore une fois importante, mais là qui était pour les journalistes. Et ça, je trouve que ça a été bien de pouvoir faire voter des gens que vous connaissez. Je pense par exemple à Yazid Ouahib, l'Algérien, puisque la première décision, quand on a décidé d'élargir le panel du jury des votants, Ouais. c'était que tous les pays du monde ayant joué au moins une Coupe du Monde puissent voter pour le Ballon d'Or. Ce qui explique que l'Algérien Yazid Ouahib, représentant donc le football algérien et la presse algérienne, puisse voter. L'Algérie, je vous parle de l'époque 2006-2007. L'Algérie, à cette époque, avait fait la Coupe du Monde 82 et la Coupe du Monde 86. Donc, ils étaient légitimes. Moi, j'ai cherché aussi un juré pour la RDC, l'ex-Zaïre, etc., etc. Le Cameroun, le Maroc. Voilà. Donc, on a eu comme ça des votants asiatiques, africains, sud-américains. Et tant mieux, puisqu'on avait déjà des joueurs de ces pays-là qui étaient dans les listes. Mais ça a pris un temps important et voilà. Et bien sûr, ça a commencé avec un Mister George, un joueur qui était exceptionnel avec le PSG, qui a fait une saison stratosphérique et puis est parti en Milan. On parle d'un joueur de Libérian. Le Libéria n'a pas joué la Coupe du Monde. On parle pas de Amokachi, on parle pas de Yekine, on parle pas de Abidou Pelé qui n'a jamais, qui a gagné déjà la Ligue des Champions en 92. Mais on parle de Mister George, un joueur qui vient de Canon Yaoundé à Monaco, hop, au PSG. Non, pas Canon Yaoundé. Tonnerre de Yaoundé. Voilà. Moi, je me souviens j'ai regardé un document de Arsène qui a parlé d'un coup de fil de la part de Claude Leroy auprès de Arsène. Et puis, bien sûr, il y avait le transfert. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à Messer Georges de gagner ce trophée-là? Bah, son impact en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, il a mis des buts contre des très grands clubs, des buts spectaculaires, etc. Et ça a beaucoup compté. Et alors là, en revanche, le jury, les jurys, donc les votants, les journalistes, savaient que le Ballon d'Or entrait dans une nouvelle période, une nouvelle ère, une ère avec des joueurs venant de tous les pays. Et donc, ils avaient été prévenus depuis bien longtemps et ils savaient qu'ils pourraient voter pour un joueur africain ou sud-américain. Et beaucoup ont aimé ce que Weah a pu démontrer cette année-là, tous ces jolis buts. Et c'est ainsi que, d'ailleurs, c'est un parcours qui lui a valu, comme vous le disiez, de partir au Milan AC. Et donc, Weah a jamais été entré comme étant le premier vainqueur africain du Ballon d'Or européen, avant que ça devienne le Ballon d'Or mondial. Mais c'est vrai que ça a été une longue route.
et surtout de la part d'un homme et d'un jeune homme à l'époque, issu d'un pays qui était en guerre, Oui. qui est resté longtemps en guerre, le Libéria, un pays donc où c'était compliqué de se déplacer, Oui. et puis un pays qui n'a pas eu la chance de disputer de Coupe du Monde, qui s'est jamais qualifié. Et il a fallu que Georges Weah pèse beaucoup pour que son Oui. pays ensuite puisse se qualifier pour une Coupe d'Afrique des Nations. Et la première Coupe d'Afrique des Nations, comme un symbole, la première CAN du Libéria, c'est quelques semaines seulement après qu'il ait eu son trophée en 96 en Afrique du Sud. Il avait réussi à qualifier la Lone Star du Libéria pour la CAN en Afrique du Sud. Il était dans un groupe qui comprenait notamment la Tunisie et ils avaient réussi à sortir de ce groupe. On sait que la Tunisie, dans les éliminatoires, c'est toujours compliqué, mais ils avaient réussi à se mettre dans la foulée de la Tunisie et à passer. Et le Libéria est revenu ensuite en 2002 à la CAN, c'était au Mali, mais entre-temps, Georges allait arrêter sa carrière internationale. Donc, il a quand même fait 2 Coupes d'Afrique des Nations avec son pays. La première fois, en venant de remporter le Ballon d'Or de France Football. Et moi, je me souviens qu'il y avait plein de journalistes, mais quand je vous dis plein, beaucoup d'Italiens qui sont venus à la Coupe d'Afrique en Afrique du Sud parce que ils voulaient suivre la première compétition disputée par le Ballon d'Or. Et c'était la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, malheureusement pour Weah, le Libérien n'est pas allé très loin. Ils ont été sortis dès le premier tour en 96. Et ce qui était exceptionnel chez Mester Georges, c'est qu'il était attaquant incroyable avec le Milan AC ou bien même avec le PSG. Et dans son équipe nationale, parfois, il joue comme un joueur axial. Hein. Voilà, je me souviens très bien en 2002. Il peut jouer au milieu et il peut jouer derrière. Effectivement, Mais moi je me souviens. Est-ce que vous savez pourquoi? Ah ben voilà, j'aimerais bien le savoir. Alors, souvent, il a joué dans une autre position que son poste. Ah oui. Parce que à l'époque, moi je parle du temps où il jouait au Paris Saint-Germain et le championnat était le samedi, c'est pas comme maintenant tu joues tous les jours. Mais il jouait à l'époque le samedi au Parc des Princes par exemple, il faisait un match, il finissait son match qu'il avait joué avant-centre, il y avait une moto qui l'attendait au Parc des Princes, qui l'emmenait à 23h à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, prendre l'avion, le vol de nuit, prendre l'avion pour partir en Côte d'Ivoire. Il volait la nuit. Arrivé à Abidjan le matin, il prenait un vol pour faire Abidjan-Monrovia, c'est une petite distance. Et naturellement, après ce vol fatigant, où il était venu avec d'ailleurs les autres joueurs libériens qui avaient voyagé avec lui, eh bien le sélectionneur national, lui, il faisait un peu office aussi de sélectionneur, mais celui qui coachait le Libéria, n'allait pas le sacrifier, n'allait pas le casser, puisque le match était le dimanche. Le dimanche. Donc, Georges disait, moi, je vais jouer pour le Bled, je joue pour le pays, mais je peux pas jouer attaquant, on va mettre James Debat ou Jonathan Sogby ou Kelvin Seboué ou un autre, ou Zizi Roberts, mais moi, je préfère jouer au milieu de terrain, me gérer, ou derrière. Et il y avait aussi Joe Nagbe qui après a fini même défenseur. Et donc, Georges payait tout, les équipements, les inscriptions à la CAF et à la FIFA. Et aussi, il décidait de se sacrifier pour le bien de l'équipe. Il disait, c'est sûr que quand je vais jouer contre des grandes nations, ils vont avoir peur de moi. Mais je vais pas jouer à mon poste. Ça, c'était dans les éliminatoires parce que il jouait le samedi et il voyageait dans la nuit du samedi au dimanche. Et il rentrait dans la nuit du dimanche au lundi en France ou en Italie après. Vous imaginez un peu la fatigue de cet homme qui donnait tout pour son pays, qui payait tout, qui n'était pas à crier après la fédération, j'ai pas eu mon argent, j'ai pas eu mes primes, j'ai pas eu ceci. Il faisait tout pour son pays. C'est pas étonnant qu'à un moment donné, le peuple libérien, qui l'aime profondément, ait décidé d'élire cet homme à la tête du pays. Du pays, effectivement. Il a été sénateur parce qu'il n'y a pas de député. Il n'y a pas de député. C'est un peu un système comme aux États-Unis, la politique du Libéria. Il y a des sénateurs. Il a été élu sénateur et ensuite il a été élu président de la République. Parce qu'il l'aimait, parce qu'il savait que lui, tout ce qu'il faisait, c'était pour le bled, c'était pour le pays. Il ne calculait pas. Et donc ça, le peuple libérien ne l'a jamais oublié. Cet homme, ce qu'il a fait en tant que sportif,
il peut le faire pour notre pays en tant qu'homme homme politique. Vous voyez? Et il a été battu, il y a un an ou deux, il a été battu, et il a laissé le pouvoir, il a quitté la Maison Blanche, quoi, le palais présidentiel, sans faire de bruit. Et il a pris sa voiture, avec sa femme, il est rentré à la maison. Il n'a pas fait le dictateur. Non, non, non. C'est ça aussi, Weah. C'est ça qu'il faut savoir. Weah, ce qui était le joueur, le symbole, et ce qu'il est devenu ensuite. Et aujourd'hui, bien voilà, il a la chance, vous le disiez tout à l'heure, il a la chance d'avoir notamment son dernier fils, Timothy, qui joue maintenant pour Marseille et qui marque des buts et qui continue de faire résonner le nom de son papa au firmament du football international, sauf que lui, il est américain. À un moment étant américain, il est américain. Il ne pas oublier. Mais Franck, en parlant de Georges, ça nous permet d'aller directement vers les critères de meilleur joueur du Ballon d'Or. Parce que on se souvient le fameux match entre l'AC Milan et le FC Porto, d'accord? Là où le grand bagarre entre Jorge Costa et Georges Weah, d'accord, qui était parmi les causes principaux c'est-à-dire le motif que Georges il prend pas sa deuxième Ballon d'Or. Avant qu'on parle de cette fameuse histoire, parlez-nous un peu des critères nécessaires, c'est-à-dire les critères phares d'un meilleur joueur du Ballon d'Or. Alors pendant très longtemps, hein, c'est-à-dire jusqu'à il y a encore quelques années, le critère c'était quoi? C'était de gagner les principales compétitions. Le critère c'était remporter des titres collectifs, et puis éventuellement les titres individuels, meilleur buteur, meilleur gardien, je ne sais quoi. Donc évidemment les principaux titres, qu'est-ce que c'est? C'est la Ligue des Champions, c'est l'autre compétition européenne, c'est la Coupe du Monde ou le Championnat d'Europe des Nations, c'est les grands championnats, la Bundesliga, la Première Ligue, la Serie A, la Liga, voilà, ce genre de, voilà. Et depuis quelques années, le groupe L'Équipe, qui en fait est le véritable propriétaire du Ballon d'Or, puisque France Football est une publication du groupe L'Équipe, le groupe L'Équipe a édicté des critères. Et là, ce ne sont plus seulement des critères d'ordre sportif, mais également un petit peu de critères un peu moraux, quoi, éthiques, hein, sur l'influence du joueur, sur la personnalité aussi, avoir une personnalité. Et donc, on regarde un peu plus ça maintenant, plus seulement, pas seulement les titres collectifs et individuels. Et donc, ça veut dire en gros, on ne regarde pas que de la statistique, mais on fait en sorte aussi que le Ballon d'Or puisse être attribué à un joueur dont la personnalité, entre guillemets, est une belle personnalité. Voilà, que ça soit pas un voyou non plus, quoi. C'est pour synthétiser, si vous préférez. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, très, très, très récent. Moi, j'ai quitté le groupe L'Équipe en fin 2021. C'était le début de la réflexion du groupe L'Équipe par rapport, effectivement, aux critères qui ne sont pas que des critères sportifs, des critères de titre ou de statistiques. Maintenant, on prend aussi d'autres choses en considération. Voilà. Et bien sûr, permettez-moi de saluer les gens qui nous regardent, notamment un Reda Benis, un des grands journalistes marocains, un certain Nasser Benamouche, c'est un grand arbitre du basketball. Et comme je vous ai dit, le Maroc, ils seront devant la télé ce lundi-là par rapport à ce trophée. Mais quand vous dites que vous avez travaillé du 91 jusqu'en 2021, pour moi, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que nous, par exemple, on se rappelle d'un Mathias Samer en 1996 qui a gagné ce trophée, d'accord. On se rappelle aussi du Cannavaro et malheureusement on n'était pas en vie lorsque Liviachine il a gagné dans les années 60, d'accord. Là, on parle de comment dirais-je du Ballon d'Or. Là, on parle du Beckenbauer, on parle du Cannavaro, on parle du Samer et on parle aussi du Liviachine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces joueurs-là, quand ils ont gagné, ils étaient plus performants que les attaquants, les milieux de terrain offensifs ou bien quoi exactement? Absolument. Là, les grands noms des années 60 et 70 étaient extrêmement performants. Voilà. Les grands attaquants, les Yachine, il n'y a pas eu véritablement de gardien à part les Yachine qui est marqué
Si, il y a il y a eu des grands gardiens. Il y a toujours eu des grands gardiens dans le football Oui. européen et international. Mais Lev Oui. Yashin, l'araignée noire, parce qu'il s'habillait tout en noir, c'était Oui. quelqu'un d'exceptionnel. Le gardien de but de l'Union soviétique de l'époque, Oui. il était un phénomène. Oui. Voilà, c'est parce que effectivement aujourd'hui on n'a pas les moyens, on n'a pas les outils, mais pour ceux qui l'ont vu jouer et notamment le jury de votants de l'époque, donc les Oui. journalistes de l'époque, ça faisait aucun doute. Oui. Et il y a eu beaucoup de joueurs de pays de l'Est qui ont eu des trophées. Il y a eu évidemment, il y a eu des Allemands, bien sûr, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des Italiens, il y a eu des Espagnols, etc., etc. Oui. Et à l'époque, c'est vrai que c'était essentiellement déjà beaucoup des joueurs à vocation offensive. Il y a eu très rarement des joueurs. Enfin, Yashin, c'est l'exception, quoi. Mais Oui. souvent, le jury était fasciné par le talent offensif, le talent de la belle passe décisive, le bon centre, et surtout les grands attaquants, les grands buteurs, Kevin Keegan, Gerd Müller, voilà, et Karl-Heinz Rummenigge. Et Effectivement. moi, j'étais adolescent quand enfin, on a eu Michel Platini. Michel Platini n'était pas un avant-centre. Oui. Michel Platini, c'était un créateur, c'était un meneur de jeu, c'était quelqu'un qui éclairait le jeu. Et Oui. j'étais heureux que le jury à l'époque, moi c'était vraiment mon idole, moi, Michel Platini. Oui. J'étais heureux que le jury reconnaisse ce monsieur qui Oui. faisait bien jouer son équipe. Effectivement. Que ça soit d'ailleurs, j'allais dire que ça soit A ou A, que ça soit l'équipe de France des années 80 ou que ça Que ça soit soit la vraiment, Juventus de Turin. effectivement. Oui. Et du coup, on reconnaissait ça. Le fait qu'il les fasse bien jouer, qu'il les fasse marquer, qu'il marque lui-même. Et ça tapait dans l'œil de le jury. Et il a souvent gagné en écrasant à l'époque l'adversité. Oui. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo à l'époque. Mais aussi, je me dis, et si Maradona avait pu être pris en considération dans ces années-là? Eh bien, Il va gagner. Maradona, il aurait enlevé le trophée à d'autres joueurs. Je pense que Belanov qui l'a eu en 86, l'année de la Coupe du Monde, où Maradona est le héros de la Coupe du Monde, Bon, mais c'est Maradona qui l'aurait eu. bien sûr. Et donc, vous comprenez que des années après, des jeunes journalistes qui avaient été bercés par les exploits de Diego Armando Maradona, paix à son âme, le PIB des Oui. euros, eh bien, Oui. on a décidé de lui attribuer à France Football un trophée. Alors Oui. évidemment, on entendait toujours autour de nous, ouais, mais vous allez récompenser un drogué, vous allez récompenser. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était récompenser un talent universel, un talent exceptionnel, un talent comme voilà. Maradona, pour moi, c'est un génie absolu, Bien sûr. absolu. Bien sûr. Voilà. Et c'était, je veux dire, ce monsieur-là, il a fait rêver des générations entières. Et Tout encore, les jeunes, allez voir les vidéos de Diego Armando Maradona. Vous à fait. verrez quel était cet homme. Les gens se sont extasiés sur le talent de Léo Messi. Mais moi, Maradona, pour moi, c'était encore autre chose. Et la génération d'avant moi aurait très bien pu dire, on va changer les règles du Ballon d'Or, parce que Parce en fait, on peut pas le donner à Pelé. Pelé aurait dû l'avoir le Ballon d'Or, mais il tout ne à l'a fait. pas eu, le Brésilien. Lui aussi, paix à son âme. Donc vous voyez, à toutes les générations, vous pouvez considérer qu'il y a eu des joueurs sud-américains qui ont été frustrés et privés du trophée du Ballon d'Or. Il a fallu attendre 95. Alors depuis, les Sud-Américains ont repris possession, hein, souvent du Ballon d'Or. Hein. Il y en a eu Du beaucoup. Ronaldinho, du Rivaldo, Brésiliens, etc. voilà, Mais avant Brésiliens et qu'on arrive Argentins. à ça, mais Franck, avant qu'on arrive à ça, je voulais rester avec vous sur le point des défenseurs, d'accord? Parce que moi, je suis un défenseur, je dois performer pour être éligible de gagner le Ballon d'Or, mais la priorité pour les spectateurs, c'est toujours le meneur du jeu, c'est toujours l'attaquant. La différence était faite où pour un défenseur? Par exemple, lors de Beckenbauer, lorsqu'il a Bah, gagné, Beckenbauer, tactiquement, il a créé un poste, le poste de tout à fait, libéraux. Voilà. tout à fait, On tout a à eu fait. Matthias Sammer, l'Allemand aussi, qui lui était entre deux postes, milieu, mais aussi défenseur. Voilà. On a eu Ouais, au début des années 2000, quand l'Italie est championne du monde, on a eu Cannavaro. ouais. Euh, il y a eu quand même des grands défenseurs qui se sont illustrés. Euh, Ouais. encore que Notamment pour Paolo l'Italie, Maldini en 94.
Oui, mais pour l'Italie, par exemple, l'Italie de Cannavaro, si Oui, vous regardez bien, il y a peut-être d'autres joueurs qui auraient mérité dans l'équipe d'Italie le Ballon d'Or. tout à fait, notamment Buffon. Buffon, Gigi Buffon, mais bon, c'est à Cannavaro que c'est allé. Regardez ce qui s'est passé en 2018. La France est sacrée championne du monde en Russie, aux dépens de la Croatie. Le jury de France Football choisit une dizaine de joueurs français Oui, dans la liste finale. Il y a une oui, dizaine de joueurs en se disant la France est championne du monde. On voit pas trop comment le trophée échappera à un la Français. fin. Sauf qu'il l'a eu Modric. Pourquoi? Ah oui, oui, Parce que le jury international du Ballon d'Or, donc à peu près 180 journalistes à l'époque, ouais, mais ils ont donné des votes à un tel, à un tel, à un tel. Vous avez eu une dizaine de joueurs français qui ont eu des votes. ouais. On a divisé comme ça les votes, alors que peut-être il aurait fallu ne choisir que 2 ou 3 Français. Parce que si vous faites l'addition des votants français, je pense que vous êtes au-dessus de ce qu'a eu Modric. Mais voilà, la rédaction avait choisi beaucoup de joueurs français en se disant, bah, ils sont champions du monde. Il y a de grandes chances, il y a de fortes chances qu'un Français soit Ballon d'Or. Eh bien, pas du tout. Parce qu'on en a donné à Griezmann, parce qu'on en a donné à Varane, parce qu'on en a donné un peu à un tel, un tel, un tel. Et en réalité, celui qui a fini devant tout le monde à la surprise générale, ça a été Modric. Ah, Modric, C'est pour effectivement. ça que quand j'ai entendu toutes ces années des accusations de tricherie, de manipulation, mais vous croyez franchement qu'une rédaction de journalistes français, elle n'aurait pas voulu qu'un Français soit sacré? S'il y Ouais. avait eu manipulation, ça se La serait vu. priorité, c'est pour les Français. Donc, je veux dire par là, tout ce qu'on a entendu, les critiques, euh, elles sont acceptables. Et il y en a eu beaucoup après 2018. Il y en a eu Ouais, beaucoup, beaucoup. Il y en avait déjà au début des années 2010. Il y en a eu beaucoup après. Des gens qui comprenaient pas pourquoi Sadio Mané n'avait pas eu le Ballon d'Or, pourquoi Mo Salah n'avait pas eu le Ballon d'Or, etc., etc. Mais ouais, euh, il peut pas y avoir de la manipulation. À notre époque où en temps réel, le journaliste, le juré qui a voté peut vérifier que son vote a bien été donné comme il l'a envoyé, ouais. vous ne pouvez pas manipuler. Alors, bien sûr, il y a eu des voix, des gens, des je vais appeler ça des influenceurs ou des consultants sportifs qui se sont plaints en disant, mais oui, mais si un tel n'avait pas été sud-américain, il aurait peut-être été plus haut dans le palmarès. Bon, c'est leur opinion, hein, ça n'engage qu'eux. Moi, je sais que l'année où Sadio Mané finit au pied du podium, j'étais le premier frustré en 2000, je crois que c'était 19. 2019, Ouais, juste avant la période de Covid, parce que je pense que Sadio aurait mérité à minima d'être sur le podium. Et je crois qu'il fait quatrième. L'année ouais, d'après, l'année du Covid, en 2020, France Foot décide et communique là-dessus. Je me souviens parce que j'avais été beaucoup sollicité. ouais. France Foot dit on va pas remettre le Ballon d'Or, alors que Lewandowski avait tout écrasé. Oui, Imaginez. Et oui. là, les gens se sont dit mais Il attends, pourquoi ils va font gagner un ça? titre. Ben oui. Donc à chaque fois, ça a fait parler. Et encore la dernière fois où tout le monde pensait que c'est Vinicius qui l'aurait, ça a fâché d'ailleurs le Real Madrid qui s'est fâché avec France Football, etc., etc. Et on l'a donné à un autre joueur. Mais c'est Bien comme sûr. ça. C'est le choix d'un jury. C'est pas le choix d'une rédaction. C'est pas le choix du directeur, enfin du rédacteur en chef de France Foot. C'est un Ouais, jury d'une centaine de journalistes qui décident. C'est comme ça. Et il faut ouais. l'accepter. Et parfois, peut-être que certains, ont fait des choix un peu curieux qui ont pu nous interpeller, mais le fait est que c'est leur liberté. Voilà. Oui, effectivement. Parlons du choix, parlons de la rédaction, etc. Il y a des échos, entre parenthèses, qui parlent de l'impact des sponsoring, l'impact des sociétés, l'impact, par exemple, un joueur qui fait de la publicité d'une grande marque, je ne sais pas, du Puma, du Adidas, du Nike, ça joue un peu par rapport à la nomination du joueur, tout d'abord de la liste, et puis pourquoi pas de lui pousser de gagner le trophée. Est-ce que vraiment il y a ce critère-là ou bien c'est juste Ça, pour moi, hein, qui était ouais, longtemps à l'intérieur, c'est une ouais, vue de l'esprit. C'est une immense connerie de penser ça. Parce ouais, que, imaginez, pour une hum, cérémonie et un trophée comme le Ballon d'Or, il n'y a pas de problème pour avoir de la publicité. Déjà,
avoir de la publicité autour de l'événement, avoir de la publicité de ces mêmes sponsors, c'est-à-dire les sponsors des principaux joueurs. Forcément, ces sponsors-là sont intéressés par l'événement. Voilà. Oui. Alors, peut-être que pour eux, ça peut leur donner une visibilité encore supplémentaire si leur poulain est élu, mais ça Oui. rentre pas dans la tête de la rédaction de France Football. Jamais. Nous, Oui. qu'est-ce qui nous intéresse quand à l'époque, on faisait les listes des joueurs qu'on voyait jouer semaine après semaine. Ce qui nous intéressait, c'était le talent du joueur. Oui. Mais nous-mêmes, on savait même pas avec quel sponsor il était. Et honnêtement, on s'en fout complètement. Voilà. Après, c'est des choses que j'ai lues à un moment donné, mais oui, ils vont gagner de l'argent parce que ils vont le donner à tel joueur et donc comme il est sous contrat avec telle entreprise, eh ben forcément ils vont avoir de la pub de cette entreprise en plus. Oui. Faut arrêter avec ça, faut arrêter avec ces espèces de théories du complot par rapport à ça, faut arrêter complètement. Pour moi, c'est un grand n'importe quoi. C'est un grand n'importe quoi. Je l'ai trop lu, je l'ai trop entendu. Ça ne repose sur rien. Ça ne repose Oui. sur rien. La Oui. vérité, et pendant toutes ces années, en tout cas moi tant que j'y étais, de 91 jusqu'à 2021, c'est Oui. que à un moment donné, oui, il y a des journalistes qui se réunissent à l'époque, on se réunissait en septembre, et on avait un après-midi comme ça de réflexion et ça infusait. On donnait des noms, qui étaient validés par la rédaction en chef, et puis Oui. ensuite des courriers, des fax, puis des mails partaient vers les votants, le jury, et on Oui. disait au jury, vous avez jusqu'à telle date pour voter. Voici la liste sur laquelle vous devez vous appuyer. Vous avez à l'époque c'était 5 noms. Donc, Oui. vous nous donnez 5 noms. Et puis, c'est tout. C'est tout. Oui. Voilà. Oui. Donc, le poids d'un joueur par rapport à ses sponsors, tout ça, faut arrêter. Voilà. Tant mieux pour lui. Mais je peux vous dire que ça n'a pas rendu plus riche ni le groupe L'équipe, ni France Football, puisque je vous rappelle que moi, je suis rentré à France Football, on était un hebdomadaire. Puis, on est paru 2 fois, on était un bi-hebdomadaire. Et quand j'ai quitté en 2021, on n'était plus que hebdomadaire et on est devenu ensuite un mensuel. Moi, j'ai quitté parce qu'on est devenu un mensuel. Alors, si ça avait rapporté autant d'argent que ça, il n'y aurait pas eu de problème économique comme on a pu en connaître à France Football. Il y a eu beaucoup de problèmes économiques, malheureusement. Et donc, c'est un peu la mort dans l'âme que moi, j'ai quitté France Foot parce que j'aimais travailler dans un journal qui paraissait une fois, puis 2 fois par semaine. Mais Ouais. quand j'ai quitté, c'est parce que le France Foot, aujourd'hui, il ne paraît plus qu'une fois par mois et encore le 2e samedi de chaque mois. Wow. Wow. Donc, si ça avait pesé autant dans l'économie et du groupe et notamment du titre, on n'en aurait jamais été là, vous voyez. Après, on peut imaginer effectivement que le joueur qui est lauréat, il fasse fructifier tout simplement un bon classement auprès de ses sponsors en disant ouais, vous avez vu, je suis dans le top 4, top 5 ou je suis vainqueur du Ballon d'Or, je veux plus. Mais c'est normal. Mais c'est pas lui qui le fera, ce sont ses agents. Ses agents, effectivement. Voilà, vous voyez. Donc on parle d'autre chose encore là. Et parmi les choses qu'on doit parler avant de parler de l'événement du lundi, c'est la fusion entre France Football et la FIFA en un seul trophée. C'était quoi l'objectif à l'époque? Je me le demande encore. Il y avait déjà un trophée en fait. Il y avait déjà un trophée de la FIFA. Et Oui. effectivement, moi je me trouvais en Afrique du Sud pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud en juin-juillet 2010, et je reçois un appel de mon rédacteur en chef Denis Chaumier. Et Denis me dit Franck, écoute, apprête-toi à avoir la visite de la patronne de notre groupe, du groupe Amaury, Madame Amaury. Oui. Madame Amaury se rend à Johannesburg puisqu'elle va signer un protocole d'accord avec la FIFA. France Football, en tout cas le groupe, l'équipe va s'associer à la FIFA pour le Ballon d'Or. Et donc, la FIFA apportait dans la corbeille de mariage aussi une organisation, des moyens supplémentaires parce que nous n'avions pas des moyens financiers extraordinaires, mais aussi une autre façon de voir, si vous voulez, le trophée. Nous, à l'époque, ce n'était que des journalistes qui votaient, et la FIFA, elle venait avec un autre truc en disant, nous, on va faire comme avec notre trophée de jusqu'à présent. On fait voter les capitaines des sélections nationales et les sélectionneurs. Sauf que dans la réalité, des fois, on a fait voter des gens, c'était pas ni le sélectionneur, ni le capitaine. Mais bon,
c'est une autre histoire. Et donc moi j'ai donc vu arriver à la fin de la Coupe du Monde 2010 Madame Amaury, qui était la grande patronne du groupe, hein, ma patronne. Ouais. Elle est Ouais. venue là signer le protocole d'accord avec les gens de la FIFA, et ça a duré, je crois, jusqu'en 2015-2016, avant que France Football reprenne totalement sa liberté, un petit peu échaudé aussi par la façon de faire et d'agir de la FIFA, d'une certaine façon, en disant bah peut-être que ça plaisait pas totalement en interne cette façon de faire. Euh, Quelques voilà polémiques, hein. quoi. Il y a quelques polémiques derrière, hein. Quelques Ouais, polémiques il y a eu sur des quelques polémiques. Hein. points, hein. Ouais, moi j'avoue qu'il y a des choses qui m'ont choqué après la fin de l'accord entre la FIFA et France Foot, c'est-à-dire que j'ai vu des gens que moi j'avais contribué à porter dans le jury. Je pense notamment à ma consoeur égyptienne Inas Mazar du groupe Haram. Oui, alors, Inas, un jour, elle m'appelle, elle me dit, écoute, Franck, figure-toi que la FIFA veut me prendre pour le trophée The Best. Alors, ouais. je lui dis, mais ma sœur, tu vas faire quoi? Elle me dit, Franck, toi et moi, on se connaît depuis une vingtaine d'années, c'est toi qui es venu me chercher pour que je vote. Et tu voulais que le votant pour l'Égypte, un pays arabe, ce soit une femme journaliste sportive. J'ai Ouais. dit oui. Elle m'a dit, je serai fidèle jusqu'au bout à France Football. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, elle est fidèle et vote pour France Football Ballon d'Or. Elle a refusé. Mais la FIFA a débauché certains jurés de France Football, a pris les jurés Ballon d'Or pour son trophée The Best. Ça m'a un petit peu, et notamment des jurés africains, puisque moi je m'étais occupé de recruter des jurés africains. Ça m'a un peu, bon, ça m'a un peu touché, quoi. Voilà, parce que j'avais mis un point d'honneur à aller trouver un journaliste dans beaucoup de pays africains, et à Ouais. l'époque dans tous les pays africains, donc 54 pays quand même, y compris des pays qui étaient en difficulté comme la Somalie. Et j'étais fier que tous les pays africains puissent voter. Et ça a été longtemps, jusqu'à mon départ, c'était une de mes fiertés et un de mes combats, faire en sorte que tous les pays africains votent. Voilà. Et Ouais. ensuite, il y a eu le fameux changement de règlement que je vous ai indiqué, à savoir que le jury est constitué par des pays faisant partie du top 100 du classement de la FIFA Ouais. au mois d'août de l'année. Donc là, il faut regarder quel était le classement en juillet-août. Et là, vous avez le nom des pays qui vont voter, le top 100 de la FIFA. Et bien sûr, ces top 100, ils vont voter pour le meilleur Ils joueur ont déjà du voté. Ils ont déjà voté depuis Ils ont longtemps. déjà voté. Voilà. Ouais. Mais pour une première, je pense, dans l'histoire du France Football, il n'y a pas la séance du photo, comme le directeur il a déclaré. Tout le monde va attendre jusqu'au le lundi, jusqu'au l'ouverture de l'enveloppe pour savoir qui Oui, sera le meilleur joueur du monde. oui, Une oui. première analyse par rapport à la liste dénominée. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'un point très important concernant 2018, là où il y avait plusieurs joueurs de l'équipe nationale de la France, et en fin de compte, il y avait Luka Modric. Là, on parle de 9 joueurs de PSG. Avant de Oui. parler du fameux duel Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et peut-être même Lamine Yamal, vu ce qu'il a fait avec le Barça, là, on parle de 9 joueurs ou bien 8 joueurs de PSG. À quel point ça peut être un impact négatif pour celui qui va gagner le trophée? Bah, je vous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure. En 2018, il y avait beaucoup de joueurs français, mais le fait qu'il y en avait trop, ça avait ce qu'on appelle dilué. Dilué. C'est comme Ouais, quand vous mettez quelque chose dans un liquide, un autre liquide, et il est dilué dans ce liquide principal. Eh bien, ça ouais, risque d'être le cas égal. Ça peut être le cas. J'ai dit ça risque, mais ça peut être le cas pour 2025, à ouais. savoir que trop de joueurs du Paris Saint-Germain, ça peut diluer les votes et ça peut favoriser un joueur qui n'est pas du Paris Saint-Germain. Tout à fait. Mais après, il est tout à fait logique, normal et mérité que les joueurs du Paris Saint-Germain se retrouvent aussi nombreux dans la liste. Parmi eux, il y a effectivement des joueurs français. Tous ont tout remporté sur la scène française et européenne, même si la Supercoupe d'Europe ne rentre pas en considération, Ouais, parce qu'ils ont remporté la Supercoupe contre Tottenham, mais elle ne rentre pas en considération. Vous avez aussi des joueurs qui ont remporté la Ligue des Nations. Je pense aux ouais, Portugais de l'effectif. ouais, ouais. Voilà. En revanche, quelqu'un comme Achraf Hakimi, sa médaille de bronze des Jeux Olympiques, ça compte pas. Elle comptait Ouais, pour le 2024, par exemple. ouais, ouais. Voilà. Donc,
il est logique pour moi que il y ait autant de ces joueurs qui soient présents. Vous avez cité Dembélé, mais moi je pense aussi à João Neves, je pense à Nuno Mendes, je pense à Vitinha, je pense à Gonzalo Ramos, et puis bien entendu pour moi et celui pour lequel j'ai milité depuis beaucoup de semaines, qui est notre cher Achraf Hakimi, qui est la grande fierté du football marocain, africain et du football arabe. Je serais tellement, comment vous dire, tellement fier, tellement heureux pour lui, tout simplement, qu'il soit récompensé pour une première apparition. Mais encore une fois, bah, il y a de l'adversité avec ses copains du Paris Saint-Germain. Alors, vous avez parlé de Yamal, il y a aussi Rafinha. Bon, il y a d'autres gars qui pourraient prétendre. Pour moi, le ballon d'or, ce ballon d'or-là, en 2025, je vois pas comment ça serait pas une affaire 100% du Paris Saint-Germain. Ouais. Je serais pas surpris que les 3 premiers soient du Paris Saint-Germain. Oui, d'accord. Mais en plus, Yamal, pardonnez-moi, mais Lamine Yamal, notamment sur le plan du comportement, sur le plan éthique, tout n'a pas été très très propre non plus. Et du coup, peut-être que ça a pu entacher aussi peut-être des envies de voter pour lui. J'ai pas dit qu'il a pas de talent. J'ai dit que en dehors du terrain, il a peut-être fait des choses qui n'étaient pas génialissimes. Et peut-être que les jurys, au moment de voter, peut-être qu'ils vont donner des points plus à des joueurs du PSG qu'à Lamine Yamal. Encore une fois, voilà, on verra, on aura la réponse lundi. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, je suis incapable de vous dire qui va gagner, mais je milite depuis plusieurs mois, et je l'ai fait notamment avec une revue africaine qui s'appelle Afrique Match. Ouais. J'ai milité pour que Achraf Hakimi soit le ballon d'or, et notamment en essayant un petit peu de transmettre ce message à nos confrères africains qui vont voter, qui sont quand même un peu nombreux, parce que ça aussi c'est important. Quand vous voulez qu'un joueur africain soit bien placé, encore faut-il que les jurés africains du ballon d'or se disent, bah, on a un joueur qui mériterait d'être bien classé, on va lui donner des points. Faut pas le sanctionner, ce joueur. Faut l'aider aussi quelque part. Et là, on verra au moment où on sera attribué ce ballon d'or, et quand on aura connaissance des votes, on verra comment le jury africain, mais aussi le jury des pays arabes, auront voté par rapport à Achraf Hakimi ou Mohamed Salah Rali, l'Égyptien. Comment ils auront voté? Et même pour Serhou Guirassy, le Guinéen, qui pour moi va pas avoir beaucoup de points, mais Mohamed Salah Rali, l'Égyptien, il mérite des points. Avec une saison exceptionnelle. Achraf Hakimi encore plus. Mais on ne sait pas dans quelle proportion, et encore une fois, avec le risque que ça soit très dilué parce que y a beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain dans la liste. Parlons de Paris Saint-Germain, Franck, et avant de revenir à la saison exceptionnelle du Achraf, il y a un point qui a marqué, c'est-à-dire l'événement du France Football, c'est le positionnement de la direction du PSG. Moi, par exemple, ça me rappelle en 2005, quand il y avait un Ronaldinho, Samuel Eto'o, et puis il y avait Franck Lampard, c'est-à-dire il y avait 2 joueurs parmi les 3 du Barcelone. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu Laporta dise que Ronaldinho Ballon d'Or ou bien Eto'o Ballon d'Or. Idem pour 2010. Il y avait même Real de Madrid. Parfois, il y avait 2-3 joueurs du club qui étaient parmi la liste. Comment vous jugez Je vais vous répondre. Déjà qu'ils le pensent, c'est-à-dire qu'ils pensent que voilà, eux, ils vont poser pour Ousmane plutôt que pour Achraf. Pour moi, déjà, c'est choquant qu'ils le pensent. Ouais. Mais qu'en plus, ils le verbalisent, ils l'énoncent, ils le disent, c'est encore pire. Ouais. C'est encore pire, c'est encore plus choquant. Ils auraient pu s'abstenir de le faire. C'est des commentaires, franchement, qui apportent rien. Et je trouve que c'est désobligeant vis-à-vis de Achraf Hakimi, qui est un grand serviteur de ce club, qui en est le vice-capitaine. Et quand Marquinhos n'est pas sur le terrain, ils sont bien contents d'avoir Achraf comme leader. Oui. Et il n'y a qu'à voir ce que dit Luis Enrique sur son joueur. Il n'y a qu'à voir ce que Achraf Hakimi est devenu depuis le départ de son ami Kylian Mbappé dans le Paris Saint-Germain. Combien il est influent
sur le terrain, en dehors de terrain, combien il est impactant sportivement. Tout à fait. Par ses courses, par ses passes décisives, par son efficacité devant le but. Voilà. Et moi, franchement, j'ai été extrêmement choqué. Et si j'étais Achraf Hakimi, je serais forcément blessé que mes propres patrons fassent ce type de déclaration. Qu'ils le pensent, ça me blesserait. Mais qu'en plus, ça soit sorti parce qu'ils l'ont dit, c'est encore pour moi encore plus grave. Et c'est dommage parce que ils n'ont pas à choisir. Ils doivent se dire, ben on est fiers et on est content et on espère que le Ballon d'Or 2025 viendra de nos rangs. Les joueurs de PSG, effectivement. D'ailleurs, ça a été le cas d'Ander Herrera lors d'une déclaration. Il a dit que, logiquement parlant, ça devrait être un joueur de PSG, mais n'a pas, c'est-à-dire trop cité le nom. Revenons à Achraf, Franck. 2018, ok, ça a été un peu une surprise, le fait que Luka Modric a gagné, mais quand même, on peut parler. C'est une explication. Je vous l'ai dit, les votes ont été dilués. S'il n'y avait eu je parle pas de ça. Si vous me permettez, je parle pas de ça. Ouais. Je parle de la saison c'est-à-dire 2017 jusqu'en 2018. Le Real a gagné la Super Coupe d'Europe, a gagné la Coupe du Monde des clubs, a gagné c'est-à-dire le championnat, a gagné la Ligue des Champions. Luka était toujours décisif avec c'est-à-dire son équipe, mis à part les quelques matchs de Classico là où le Barça a émulé les Madridains. Hein. N'oublie pas, je suis un Barcelonais, excusez-moi. Du coup, à quel point aujourd'hui, quand on parle de Achraf, une saison exceptionnelle, au moment avant le tournant du grand match de PSG contre Manchester City, là où ça a tout tourné la saison de PSG, en plein galère et en pleine difficulté, Achraf, il était toujours décisif. Il était toujours le sauveur de l'équipe. Il n'y avait pas Ousmane Dembélé, il n'y avait pas, avec tout le respect qu'on doit pour les autres, mais il y avait du Achraf. Donc aujourd'hui, si nous allons, selon vous, en tant qu'un ex-journaliste de France Football, si on va voter, on doit se baser sur une saison, c'est pas sur une demi-saison à mon avis. Ouais, mais parmi les 100 journalistes qui votent, il y en a aucun qui a vu l'intégralité des matchs du Paris Saint-Germain et donc l'intégralité des matchs de Achraf Hakimi. Aucun. Aucun. Ouais. Donc ils savent que comment il suffit de regarder les statistiques là où il a été effectivement, il avait bien commencé et très fort. D'ailleurs, dans la continuité du tournoi olympique de Paris, il était revenu très très fort et très efficace. Mais les journalistes, les votants, c'est pas des spécialistes de Achraf Hakimi, c'est pas plus des spécialistes de Ousmane Dembélé. En revanche, quelque part, ils sont, comment vous dire, influencés un peu traditionnellement par le fait que le Ballon d'Or récompense bien souvent un joueur offensif, un attaquant. Voilà. Ouais. Ils ont un peu ça dans la tête. Et c'est ça qu'il faudrait déconstruire. Et c'est ça qu'il faut que j'espère que les jurés l'auront eu ça en tête en disant, peu importe la position du joueur, le talent n'a pas de poste. Achraf Hakimi, il peut jouer partout. Il a des fois, il est ailier, il a des fois, il se retrouve comme un avant-centre. On se souvient de la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter, où il est comme un avant-centre. Il a des matchs, il joue en piston. Il a des matchs, il vient aider au milieu de terrain. En fait, voilà, c'est ça, c'est de se dire que c'est un joueur qui a plusieurs formes. Il est protéiforme, Achraf, d'accord. Et donc, effectivement, pour ce talent protéiforme, il mérite. Pour moi, il le mérite. Maintenant, parmi certains jurés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder certainement des statistiques. Ceux qui vont pas se seront pas donné beaucoup de mal dans l'étude des cas des principaux candidats. Et peut-être qu'ils se diront, bah ouais, Dembélé, bah ouais, Yamal, bah. Mais pour moi, je préférerais récompenser le monsieur qui, je trouve, a eu une influence et qui a été tellement impactant. Et donc, l'homme qui a été impactant pour moi, c'est Hakimi. Voilà. Mais on n'a pas tous, encore une fois, cette même réflexion. Voilà. Et le juré marocain, il est tout seul. Avec 99 autres. Donc, il ne pèse que 1% du vote. 1%, effectivement. Voilà. Donc, le Marocain, si le Marocain ne donne pas tous ses points à Achraf Hakimi, il y a un problème. Ça, c'est sûr. Ça va provoquer des réactions. Mais lui, quand vous regardez probablement,
Ça a été le cas pour notre ami Yazid Wahib quand il a voté pour Mo Salah, il n'a pas voté pour Riyad Mahrez. Oui, oui, ça avait été effectivement aussi problématique. Mais en même temps, je vous dis, je vous rappelle le pourcentage. Le Ouais, jury marocain ne pèse que pour 1%. 100%. C'est tout. Effectivement. Voilà. Effectivement. Donc, si le jury marocain, non pas parce que Ashraf est marocain, mais parce qu'il considère que il a été stratosphérique, et c'est le cas, il Oui, va lui donner, ça sera pas choquant. Je tout pense à que fait. Inas Mazar, elle va donner des points à Ashraf Bon, parce oui, qu'elle connaît le joueur, mais elle va oui. donner aussi des points à Mohamed Salah Ali parce que elle Parce qu'il connaît, est elle sait égyptien combien quand il même. est impactant. Mais voilà, mais c'est logique. Mais je ne saurais pas vous dire comment d'autres pays vont voter. C'est Tout compliqué. à Comment ils auront voté? Donc, il faudra quand même faire un décryptage a posteriori. Et fait. Oui, ça sera pas possible lundi soir à chaud. C'est pour oui. ça que tout à l'heure, en introduction, je vous disais, il faut du recul, il faut prendre du recul et arrêter de réagir à chaud et d'être fâché et que si, non. Attendons d'avoir l'intégralité des points des D'accord. votes, savoir qui a voté et comment, pour comprendre et décrypter. Et Oui, décrypter. oui. Peut-être que, peut-être que ça va être une affaire hyper serrée. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'on Tout va à se fait. retrouver avec, dans un top 3, un top 4, que quelques points entre les uns et les autres. Tout à C'est fait. très possible, vous voyez. Bon, c'était Donc, le cas, si voilà. j'ai une bonne mémoire. Ça a été le cas en 1997 ou bien 96. Ça jouait à un point entre Samer et Ronaldo, le phénomène. Oui, mais s'il y avait moins de votants, ça n'a rien à voir. Il y avait la moitié moins de votants, On donc parle de l'écart, on on peut pas parle de l'écart, comparer. on parle pas du nombre de jurés, on Oui, parle mais, de ouais, nombre mais de quand même, points. parce que plus tu ajoutes de jurés, plus tu as de points en jeu. C'est là où je Tout veux en à fait, venir. tout Donc, à si fait, tu as une cinquantaine de pays qui votent, c'est pas la même chose que si tu en as 100. Il y a plus de points en jeu avec 100 qu'avec 50. tout Donc, à c'était fait. serré avec 50. Avec 100, si c'est serré, bah, ça voudra dire qu'ils auront eu du mal, finalement. Aucun joueur n'aura peut-être fait l'unanimité. Donc, on verra. Attendons d'avoir le classement et surtout le pointage. Là, maintenant, on est mercredi. Il est difficile de savoir ce qui se passera d'ici lundi. Il y aura des rumeurs, comme c'est le cas, à partir de dimanche soir, puis lundi matin, puis lundi après-midi. Il y a des gens qui vont vouloir sortir des trucs. Ça a toujours été. Des gens qui vont dire, oh, il y a telle chose qui a fuité, il y a telle chose qui a fuité. Bon courage à ces gens-là. Ce que je peux vous dire, c'est que, effectivement, par le passé, ça a pu arriver qu'il y ait des fuites. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Mais elle venait pas toujours d'ailleurs du groupe l'équipe, hein. Il y avait aussi des gens qui ont fait de l'espionnage, hein. Mais Bien sûr. mais Et ça a été le cas mais l'année dernière, hein, chose qui a causé un problème entre le Real de Madrid et les gens du France Football, il etc. y a il y a des il y a des gens qui par exemple il y a quelques années en arrière, des gens qui travaillaient à l'imprimerie qui ont fait des photos, qui les ont mis sur Oui, les réseaux sociaux. C'est dégueulasse, c'est oui, honteux. Ces oui, gens-là bien n'ont sûr. aucune éthique. Ces gens-là, je vous le dis, n'ont aucune éthique. C'est pas bien. Pour Tout se à faire fait. mouffer. C'est dégueulasse. Ça, en vérité, ça fiche en l'air le travail de toute une équipe. Oui, Moi, j'ai tout à travaillé fait. pendant 30 années sur le Ballon d'Or. 30 Oui, années. Il y avait, les dernières années, il y avait une seule personne, une seule, qui avait connaissance de tous les votants, des votes oui, de tous les votants. C'était pas oui. deux personnes, c'était une. Hmm. C'était le rédacteur en chef adjoint chargé du dossier Ballon d'Or. C'est lui qui récoltait tout. Il avait un dossier, un dossier papier. Il prenait, il partait, il fermait à clé, personne ne pouvait accéder. C'était impossible. Il n'y a Oui, que lui qui le savait. Moi, parfois, il me disait, ah Franck, il me manque 7 ou 8 votants africains. Écoute, il me les faut pour demain ou après-demain. Il faut que tu battes le rappel du Malien, du Sénégalais, de l'Ivoirien, je ne sais qui. Et donc, parfois, ils m'envoyaient par mail leur vote dans les dernières heures. oui. Donc, vous pouvez imaginer que j'avais une photographie de 7, j'avais une idée de 7 ou 8 votants sur 180. Wow. Mais Ouais, 7 ou 8 votants, c'est pas 180. tout J'avais à une fait. petite idée de ce que eux avaient choisi. Et il était Tout- donc parfaitement impossible de savoir, avec 7 ou 8 votants, le classement Qui va final. gagner? Qui va C'était gagner? impossible. Écoute, Je regardais, je disais, c'est marrant, lui, il a voté pour lui, lui a voté pour lui. Je remettais le document, je n'en gardais aucune copie, je donnais le document au rédacteur en chef adjoint, et ouais. voilà.
Et c'était comme ça. Et j'avais un collègue qui, lui, se chargeait de rappeler les Asiatiques qui n'avaient pas voté. Il y en avait un, c'était sur les Sud-Américains. Il y en avait un, Ouais, c'était sur les Européens, etc. ouais, Et ouais, c'était tout cloisonné et on ne communiquait pas entre nous. Il y avait vraiment de la confidentialité. Parce que vous imaginez bien que si vous commencez à faire fuiter des trucs, on vous vire directement. Hein. Il n'y avait pas de, il y allait pas avoir de oui, discussion. Vous ah passez oui, directement prendre votre chèque de départ si vous commencez à faire ce genre de choses. ah oui, Donc nous, on respectait, et j'ai toujours respecté mon employeur, et il était hors de question de donner quoi que ce soit. C'était secret. hum, Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer pendant tant d'années, en disant qu'il n'y a pas de manipulation, c'est secret, qu'on ne sait pas vraiment. Mais il y a toujours des gens qui sont là pour dire mais non, on savait tout. C'est pas vrai. Vous ne savez ah, rien. Il y a pu avoir aussi peut-être par le passé des fuites les jours avant venant du camp du lauréat. ouais, L'agent, la copine, le copain de l'agent, le frère du joueur, qui ont pu laisser filtrer comme ça des informations. Et vous ouais. savez très bien qu'il y a des presses qui sont à l'affût de ça. La presse espagnole, la Surtout la presse, presse. la presse espagnole, la presse italienne et parce que et la presse anglaise. La presse espagnole et la presse italienne parce que ce sont des presses avec beaucoup de concurrence et beaucoup de titres sportifs. Il y a beaucoup de journaux sportifs Tout dans à ces pays-là. En fait. Angleterre aussi, parce que c'est une presse qui raffole des ragots, etc. Et donc, bah, vous aviez ces trois pays-là, et même la presse portugaise, où il y a beaucoup de titres de presse sportive. Ils se Ouais, battaient pour avoir des scoops, et voilà. Moi, je me ouais. souviens, je donnerai pas de nom, mais je me souviens dans les années 90 qu'il y avait un journaliste italien qui invitait certains journalistes de France Foot Wow, qui travaillaient autour du Ballon d'Or pour essayer de leur tirer les vers du nez, wow, leur tirer des informations. wow. C'est une forme d'espionnage. Oui. Voilà. Donc, on allait dans un restaurant, on buvait un bon verre, on mangeait, etc. Voilà. Et il essayait d'obtenir comme ça des informations. C'est Formation dégueulasse. scoop. Ouais, mais voilà, L'information. mais c'était la façon de faire, un peu à l'ancienne. Mais aujourd'hui, enfin, les dernières années, il y a pu avoir des fuites, et c'est venu aussi, quand c'était pas de l'imprimerie, ça a pu venir de l'entourage des joueurs, hein, tout simplement, qui ont voulu se faire mousser, etc., etc. Bon, moi personnellement, j'aime pas tellement ça, et j'avoue être déçu de ce genre de choses, quoi. Franck, avant de clôturer ce sujet de Ballon d'Or par le fameux duel historique entre Léo et Cristiano Ronaldo, j'aimerais bien d'avoir votre pronostic. Je sais, vous avez bien expliqué que ça, on parle d'une centaine de journalistes. Vous pouvez pas, c'est-à-dire savoir, c'est-à-dire ils vont voter pour qui. Mais vous, en tant Je connais des votants. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a certains, je les avais choisis à l'époque, ils sont toujours en place. Je connais des votants. Il est hors de question pour moi de les solliciter. Ça m'intéresse pas de savoir pour qui ils ont voté. J'attendrai le moment où ça paraîtra pour moi, je parle pouvoir de votre regarder. principe à vous, c'est-à-dire en fonction, peut-être vous connaissez la mentalité et la culture, c'est-à-dire de ces journalistes, sur quelle base ils se focalisent par rapport à leur vote. Est-ce que on peut partir sur une surprise à la 2018 par Yamal suite au nombre des joueurs de PSG? Est-ce que ça sera un nouveau défenseur, surtout d'après le Rodri l'année dernière lorsqu'il a gagné, c'est-à-dire le trophée? Comment ça va jouer? En fait, je sais pas du tout quel scénario va être celui qui nous est réservé lundi soir. Je sais pas du tout. Euh, J'espère que ça sera pas un scénario à la 2018. J'espère que le vainqueur viendra du Paris Saint-Germain. C'est pas un souhait journalistique du tout, mais c'est Ouais, juste que je trouve que ça serait logique. Pour moi, ouais, Yamal ne le mérite pas, en tout cas pas maintenant. Voilà. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je serais ravi et j'espère que ça sera l'option choisie par par une majorité de jurés, en tout cas, c'est effectivement de voter pour le joueur le plus impactant et pas celui qui aura marqué le plus de buts. Et donc, dans ce cas-là, celui qui est impactant dans le jeu par des passes décisives, mais aussi par des buts et son influence, c'est Achraf Hakimi. Donc, j'espère qu'ils auront fait ce choix-là, mais je suis pas dans leur tête. Je n'ai jamais d'ailleurs été dans leur tête. Je n'ai ouais, jamais eu à voter pour le Ballon d'Or masculin. J'ai voté au début
pour le Ballon d'Or féminin, puisque France Foot a créé le Ballon d'Or féminin, et j'ai été le premier votant français du Ballon d'Or féminin. J'avais voté pour Ada Hegerberg, d'ailleurs, la future lauréate. Mais je n'ai jamais été votant du Ballon d'Or masculin, mais franchement, j'aurais pas honte de voter pour Achraf Hakimi. Au contraire. Parce que je trouve que il coche toutes les cases. D'être impactant, les titres, etc., etc. Et puis la personnalité aussi d'Achraf. Je trouve une belle personnalité. On a vu l'autre fois avec Donnarumma, quand, lors du départ de Donnarumma, comment il a poussé Donnarumma pour aller saluer le public de PSG, d'après tout ce qui était passé avant son départ. Et là, ça prouve à quel point il a un impact important. Bien sûr, avant qu'on clôture ce sujet du Ballon d'Or, un petit mot par rapport au trophée Yachine. Il y a la nomination de Yacine Bounou pour une troisième fois, avec un Donnarumma aussi. Votre pronostic, votre analyse, est-ce que ça sera une première dans l'histoire africain d'avoir un gardien africain, c'est-à-dire qui a des origines africaines, qui gagne ce trophée, ou bien est-ce que l'année exceptionnelle aussi de Donnarumma, qu'on ne doit pas l'oublier, ça peut faire l'affaire. Est-ce que la manière comment Donnarumma a sorti du PSG d'une petite porte un petit peu, on va dire, ça peut impacter et ça peut tourner le tour vers Yacine Bounou qui a fait une Coupe du Monde exceptionnelle? C'est possible effectivement que Donnarumma ait la faveur d'une majorité. Yacine Bounou, il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, mais tardive. C'est venu tardivement. Par rapport au calendrier du jury, le jury, il a été sollicité. La Coupe du Monde venait à peine de se terminer, la Coupe du Monde des clubs. Et donc, du coup, moi, je pense que Donnarumma, il a déjà marqué les esprits plus que Bono. Mais reconnaissons que Yacine, il a fait une Coupe du Monde des clubs exceptionnelle. Et tant mieux d'ailleurs, lui qui a été parfois décrié. Moi, j'étais très content pour lui. Je le connais un petit peu. J'ai eu la chance de le côtoyer un petit peu. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une belle personnalité, lui aussi. Et puis, il y a une très belle école de gardiens au Maroc, même si lui, c'est un peu particulier parce qu'il a aussi, il a fait aussi le Canada. Hein, donc, il a une vie un peu comme ça, incroyable. Mais bon, moi, j'aimerais bien qu'il soit dans les places d'honneur. S'il ne récupère pas le trophée, ce ne serait que justice qu'il soit dans les places d'honneur. Et si c'est Donnarumma, honnêtement, ça serait pas choquant. D'accord. Franck, une dernière question. À quel point la fin du duel Messi-Ronaldo, ça peut être une astuce ou bien ça peut être une opportunité pour les défenseurs, les gardiens, les milieux de terrain de récupérateurs, c'est-à-dire de gagner le Ballon d'Or éventuellement. Parce que là, on n'est pas dans la génération là où il y avait de Rui Costa, de Shevchenko, de Ronaldinho, de Rivaldo, c'est-à-dire cette richesse des grands joueurs, des magiciens. Là, on parle d'un ou bien deux joueurs. Le reste, le niveau, il n'est pas top top. Hein. Pendant 15 ans, Messi et Cristiano, ils ont écrasé en fait ce trophée. Hein. Ils ont tout tracé, ils ont tout confisqué, parfois au détriment de joueurs qui, je pense, certains le méritaient plus qu'eux, notamment sur Messi, plus que sur Cristiano d'ailleurs. Il y a 2-3 fois, je pense que Messi l'a eu, mais pour moi, il n'était pas le meilleur cette année-là. Bref. Mais aujourd'hui que ces garçons n'ont pas pris leur retraite, mais qui ne sont plus, on va dire, sur l'avant-scène internationale. Tant mieux pour les autres. C'est aux autres de saisir leur chance. Je pense à un Kylian Mbappé qui attend lui aussi depuis quelques années, parce que Mbappé, ça fait depuis 2018 qu'il aimerait bien le gagner, ce Ballon d'Or. Je suis pas sûr que ça sera pas encore pour lui cette fois-ci. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, que les mastodontes, là, les grands géants, sont maintenant passés à l'arrière. Ils ont vieilli, beaucoup vieilli. Eh bien, c'est à cette jeunesse de prendre le pouvoir et donc ça peut permettre effectivement d'avoir peut-être d'une année sur l'autre différents vainqueurs en fonction des performances des uns et des autres. Hein. À Haaland, à un moment donné, on le disait, pourra le mériter. Yamal pourra le mériter. Kylian Mbappé, peut-être le petit doué. Vinicius, on se pose des questions. On a l'impression que depuis qu'il ne l'a pas eu l'an dernier, on a l'impression qu'il a perdu son football, Vinicius. Il est out.
Effectivement. Voilà. Voilà. Et donc, aujourd'hui, la porte est ouverte à beaucoup, beaucoup de jeunes talents, des garçons de moins de 30 ans, qui peuvent se dire, bah, pourquoi pas à notre tour de succéder à Messi et Cristiano Ronaldo, parce que ils écrasaient tout, on ne voyait que leur but. Médiatiquement, c'est vrai que c'était un battage pas possible, et donc, bon, je peux vous dire que pendant une douzaine d'années, le Ballon d'Or a cessé de m'intéresser comme avant, parce que des fois, je me disais, mais bah oui, un Drogba aurait pu être mieux classé, un Yaya Touré aurait pu être mieux classé, un Samuel Eto'o l'aurait mérité. Tout à fait. Voilà. Un Iniesta aurait mérité aussi de l'avoir. Tout à fait. Bref, il y a beaucoup de gars qui ont été frustrés parce que il y avait un poids médiatique qui, je trouve, était trop important et qui, certainement, a influencé le jury. Ça, c'est ma conviction. Je dis pas que c'est la Ouais, vérité, c'est une conviction que ouais. j'ai, c'est que il y a eu un tel battage médiatique, bah, que les mecs, ils voyaient du Cristiano et du Messi tout le temps, tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai l'impression qu'ils ont été conditionnés et qu'ils ont oublié de regarder qu'il y avait du talent ailleurs. Hélas. Tout à fait. Vous avez parlé d'une porte ouverte. Et bien sûr, la porte, elle sera ouverte pour tous les Africains le 21 décembre prochain, à l'occasion de cette fameuse CAN, la- qui sera vraiment très attendue au niveau d'organisation, au niveau des terrains, au niveau d'infrastructures. On part du Maroc, qui a organisé déjà la Coupe du Monde des clubs plusieurs fois, qui a organisé plusieurs événements. Tout d'abord, une première lecture par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations au niveau d'organisation. Et selon vous, Franck, à quel point la réussite d'organisation de ce genre des événements, genre une Coupe du Monde des clubs et les Coupes d'Afrique, etc., ça laisse une responsabilité sur les épaules de la commission d'organisation, c'est-à-dire de cette CAN, et ça donne toujours le Maroc comme une capitale du foot africain au niveau des événements. Forcément, quand on t'attribue l'organisation d'une compétition internationale ou continentale, parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs Coupes d'Afrique des Nations féminines, il y a un tournoi pré-olympique, Ouais, il y a eu effectivement des Coupes du Monde des clubs, mais ça c'est un peu plus ancien. Et puis beaucoup de finales aussi continentales de clubs. Bah, naturellement, ça donne une responsabilité. Ça donne une responsabilité à un pays, ça ouais, donne une responsabilité à un royaume, ça donne ouais, une responsabilité à la fédération, ça donne une responsabilité euh, aux dirigeants. ouais, Et donc, ils n'ont pas envie de se louper. Ils n'ont pas ouais, envie de se louper. On sait très bien qu'il y a une vision. Et la vision, elle part du Très-Haut, elle part du oui, roi, tout à fait, de son Altesse, Sa Majesté. À tout à fait. partir de là, Sa Majesté a envie, dans sa vision, que le pays rayonne sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sportif. Tout Ça à fait fait. partie de cette stratégie, cette vision. Et donc, Ouais, le Maroc, puisque la volonté de Sa Majesté est telle, se dote de tous les moyens possibles pour faire en sorte que les événements soient réussis. ouais, Mais on ne fait pas une répétition, on va en faire 3, 4 ou 5. On tout va à fait. roder une organisation. On va roder une organisation entre plusieurs événements. C'est pas un hasard si aujourd'hui vous avez organisé chaque mois des média tours, donc des tours à destination des médias internationaux, notamment africains, de Ouais, venir dans le royaume voir l'état des infrastructures, les routes, les aéroports, etc. C'est ouais. aussi pour leur dire, regardez, voilà où on en est. Si vous aviez encore des doutes, des interrogations, voilà où on en est. Voilà, on est. Voilà nos structures. Vous voyez, nos stades, ils sont comme ils sont. On a travaillé sur de la rénovation, de la construction. Nos stades, voilà où on en est. Vous voyez qu'ils sont prêts et Ouais, ils sont fonctionnels. ouais, Notamment le match contre le Niger a permis de voir que l'un des nouveaux stades de Rabat est exceptionnel en termes de fonctionnalité. Voilà, ouais, c'est un joyau. Et que Rabat offre en plus 4 joyaux. oui, 4. Ça, c'est exceptionnel. ouais. Euh, Avec 9 terrains. les, Avec les 9 terrains, terrains. les terrains d'entraînement, les terrains d'entraînement. Moi, j'ai eu la chance d'être mi-juillet à Rabat, et Mhm. donc
mais réellement, sous mes yeux, puisque j'étais dans l'hôtel qui est juste en face, j'étais au quartier Oui. Agdal, j'ai vu, chaque jour que j'étais présent, la construction du stade Al-Barid. Oui. La rénovation et donc la reconstruction du stade Al-Barid, qui Oui. sert donc aussi pour de la Botola, du championnat, mais pour la Tout Coupe à fait. d'Afrique. Tout Et c'est à un fait. petit joyau, c'est magnifique. Et vous avez ça, vous avez les stades au niveau du complexe olympique, Tout à fait. quatre stades. Quatre Oui. stades dans une ville. C'est-à-dire, à une époque, on faisait une Coupe d'Afrique des Nations avec 3 stades. C'est-à-dire que Oui. là, le Maroc, presque, à l'ancienne, il aurait pu faire la CAN juste à Rabat. Tout à fait. Non, c'est pour dire À que, l'image de 88. À l'image de 88. oui, aujourd'hui, faut pas s'y tromper, tout cela part de cette vision, de cette stratégie de Sa Majesté. Et Ouais. donc, on fait tout pour ça, pour Ouais. convaincre. On répète. Et puis, pour ceux qui se sont un peu intéressés à l'équipe nationale du Maroc ou aux équipes nationales du Maroc ces dernières années, Ouais. vous voyez bien que ces équipes nationales, elles sont prises comme exemple parce que l'organisation, elle est parfaite. Tout à Rien fait. n'est laissé au hasard pour les équipes Ouais. nationales. Ouais. Le Maroc veut le mieux pour le pays, en tout cas en termes d'infrastructure, et il est en train de l'obtenir. Et la vision, elle ne s'arrête pas à 2025, Bien puisque sûr. le Royaume est co-organisateur de la Coupe du Monde en 2030, avec Bien sûr. l'Espagne et le Portugal. À partir de là, ne soyons pas surpris que le Maroc, jour et nuit, parce que c'est le cas, fasse ce Ouais. type d'effort. Voilà. Il y en a qui sont en train de découvrir qu'au Maroc, ça travaille, ça bosse. Mhm. Alors, il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, mais ça bosse, mais c'est peut-être au détriment d'autres choses dont on aurait besoin. Ouais. Moi, je pense quand même que ça va quand même aussi dans le bon sens. On sait aussi ce que le tourisme peut rapporter au Maroc. Tout à fait. Et, et voilà, c'est quelque chose de considérable, le poids du tourisme dans l'économie marocaine, parce qu'il peut profiter à tout le monde, Oui. au commerce informel, mais aussi à l'hôtellerie, mais tout ce qui est aéroportuaire, à tous les lieux de tourisme, etc. Aujourd'hui, les gens qui viennent au Maroc, ils s'intéressent à tout. Ils s'intéressent à la montagne, ils s'intéressent à la mer, ils s'intéressent à la campagne. Ils vont dans des lieux de culte, ils veulent voir les lieux de culte, ils veulent voir des lieux historiques du royaume. Ils veulent goûter aussi des choses. Ça paraît Oui. basique de dire ça et ça nous éloigne du foot, mais quand même, quand on va au Maroc, on sait, il y a une qualité de l'hospitalité, il y a le bien vivre, il y a le bien manger, il y a tout ça. C'est ça le Maroc. Et si en plus vous avez des super infrastructures et que vous avez les bonnes personnes au bon endroit pour faire en sorte que la compétition soit bien organisée, que va demander le peuple? Il y aura les connexions Internet, il y aura, il y aura les liaisons pour aller jusqu'au stade. Alors ça, c'est important. Il faut être sûr, il faut s'assurer que le moment venu, effectivement, les visiteurs du Maroc, notamment pour la Coupe d'Afrique des Nations, eh ben, ils trouveront des moyens de locomotion pour se rendre dans les stades et pour en repartir. Tout à fait. Il n'y a pas de doute qu'ils seront bien guidés à l'intérieur des stades pour trouver leur place, etc. Il n'y a pas de doute qu'ils pourront se procurer des drapeaux, des chapeaux, des maillots, etc. Parce que ça fait partie de la culture. Les Marocains, c'est les passionnés de sport et de Bien sûr. football. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, je pense que les Marocains seront fiers de partager, de donner un petit morceau de leur pays aux visiteurs, tout comme ils savent que les visiteurs ont reçu un morceau de la Côte d'Ivoire à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ce qu'a fait Effectivement. la Côte d'Ivoire en 2024 était exceptionnel. Donc, Ouais. la Côte d'Ivoire a placé, si vous voulez, le curseur très haut. Et je dis pas forcément Non. ça parce que je suis ivoirien par alliance. Hein, je suis un peu ivoirien. Mon épouse est ivoirienne, Je donc sais. je suis ivoirien. Mais Oui. ils ont placé la barre un peu haut. Et donc, du coup, maintenant, eh ben, le Maroc va encore vouloir aller au moins à ce niveau, voire au-dessus. Et tant mieux. Oui. Parce que Oui. qu'est-ce qu'on veut? De beaux stades, de belles influences, de beaux matchs, des beaux terrains pour que les acteurs aient les meilleures conditions possibles. Et puis, on a envie que ça soit la fête dans les stades. C'était la fête en Côte d'Ivoire en 2024. On espère que le public marocain s'associera au public africain qui viendra pour que ça soit la fête. Faut pas que ça soit seulement la fête entre Marocains. Ça n'a pas Ouais. de sens. Ah Si oui. c'est juste pour se regarder le nombril, ça n'a pas de sens. Oui. Il faut que le Maroc et le comprenne en vue de la Coupe du Monde 2030. Si tu veux que ton événement il soit inoubliable dans la tête des gens qui vont venir, il faut que le Maroc paye de sa personne, c'est-à-dire que les Marocains donnent d'eux-mêmes, que les Ouais. Marocains soient assis avec
avec les Ivoiriens, avec les Congolais, avec les Angolais, avec ceux qui viendront et partagent avec eux et leur fassent comprendre qu'est-ce que c'est la richesse du peuple marocain. Franck, parlons de 2030 brièvement. À quel point la réussite de cette organisation de Coupe d'Afrique, ça peut être un levier pour que le Maroc organisera la finale de la Coupe du Monde, tout en sachant que 2010, ça a été en Afrique, 2014, ça a été en Amérique du Sud, 2018, ça a été en Europe, 2022, ça a été en Asie, 2026, ça sera en Amérique du Nord. Logiquement parlant, ça devrait être en Afrique. 2030, 2030 l'impact de la CAN, déjà, vous parlez de réussite. Ouais. On est à moins de 100 jours. On va pas commencer à dire, ouais, ça va être une réussite. On va pas porter la poisse à l'organisation. On va se dire, on va attendre, on verra sur place comment ça va se passer. Évidemment qu'au fond de notre cœur, on espère que ça sera une grande fête populaire. Quand je dis une fête populaire, ne vous y trompez pas. Je veux dire que les stades seront pleins. Et pas seulement parce que c'est le Maroc qui joue. Si c'est juste venir au stade parce que c'est le Maroc qui joue, ça voudrait dire quoi? Qu'il y aura que du monde à Rabat. Et ça, moi, je n'en veux pas. Je veux qu'il y ait du public. Mon rêve, c'est qu'il y ait du public partout. Ça, c'est une chose. Maintenant, si malgré tout, ça peut arriver, il y a des choses où ça n'aura pas bien fonctionné. Eh bien, le Maroc aura 4 années et demie, presque 5, pour corriger le tir en vue de la Coupe du Monde 2030. Une Coupe du Monde, c'est pas une Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça doit aider la Coupe d'Afrique des Nations à roder un petit peu les choses, à affiner les choses, à fluidifier les choses. Mais il y a encore beaucoup de temps. C'est pas un hasard s'il y a un bureau de la FIFA qui s'est établi aussi au Maroc. D'accord? Il y a du temps. Il y a du temps pour affiner, pour. C'est comme une machine. La machine, on va la mettre en route à l'occasion de la CAN au Maroc. La machine, je pense, elle va tourner. La machine, elle va être alimentée par les Marocains. Mais même s'il devait y avoir des petits couacs, ça peut arriver. Je le souhaite pas, hein, évidemment. Même s'il y a des petits couacs, eh bien, il y a encore des années pour améliorer ça. Et les Marocains doivent se dire, bah, effectivement, faisons en sorte que nos événements soient inoubliables. Mais ils sont très importants, les Marocains. Oui. Les Marocains sont très importants pour rendre l'événement inoubliable. Pour rendre l'événement inoubliable, c'est qu'il faut qu'il soit le plus hospitalier possible vis-à-vis des populations qui vont venir. Que ce soit les diasporas qui viennent d'Europe ou que ce soit ceux qui viennent d'Afrique, qui auront payé beaucoup d'argent pour venir au Maroc. Oui. Ils vont venir, il faudra les accueillir comme des frères et des sœurs. C'est là que vous allez gagner votre pari. C'est là que vous allez faire en sorte que la CAN, elle sera inoubliable. Où ils se diront, quelle merveille. On est venu en hiver, mais franchement, on a eu chaud dans nos cœurs, on a eu chaud dans nos corps parce que les Marocains nous ont accueillis comme si on était des Marocains nous-mêmes. C'est ça qui est important. Moi, j'ai peur. Je le dis ce soir, hein, j'ai peur de quelque chose. J'ai peur des excès du nationalisme et j'ai peur du chauvinisme. J'espère que comment les supporters marocains qui aiment tellement hommes, femmes, enfants, on aime tellement Oussoud à l'Atlas, on aime les Lions de l'Atlas. Ça c'est sûr. J'espère que ils aiment et ils sont passionnés pour les Lions de l'Atlas. Je leur dis pas d'adorer les autres, mais je dis faites une petite place dans votre cœur et respectez les autres. Respectez les hymnes nationaux, respectez les gens qui viennent dans votre pays. Il y a des Africains, pour la première fois, ils vont venir, ils vont voyager, ils vont sortir de leur pays, ils vont venir au Maroc, ils connaissent pas. Il faut les aider, il faut leur montrer les choses, il faut leur faire comprendre les choses. C'est là le défi du Maroc. Moi, j'ai pas de doute sur les stades, j'ai pas de doute sur les terrains, j'ai pas de doute sur les gens qui seront dans les stades qui vont aider à faire en sorte que l'organisation soit bonne. Mais encore une fois, pour gagner le pari de l'organisation, ce n'est pas que dans les terrains. C'est dans la vie de tous les jours. Ceux qui vont aller manger un petit déjeuner typique, ceux qui vont manger un plat, ceux qui vont aller boire un thé, il faut leur donner, il faut qu'ils repartent chez eux avec un morceau du Maroc dans leur cœur. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils aient envie de revenir en 2030. Ouais. Si c'est le cas, vous aurez gagné votre pari. Si c'est juste de se dire, ouais, on va faire une super CAN et puis on va la gagner, faut arrêter, faut sortir de ça. Le sportif, c'est une chose, et le Maroc est évidemment… Le relationnel et le humain, c'est autre chose. Le Maroc est le principal favori à la succession de la Côte d'Ivoire. Cette équipe du Maroc. Et Walid Regragui, tiens d'ailleurs,
Walid, j'ai une grosse pensée pour lui, c'est quelqu'un que j'aime infiniment, je le connais depuis tellement longtemps. Le Maroc a les qualités pour aller chercher ce titre, mais pas d'excès de chauvinisme, pas de nationalisme. Vous savez quoi? Les Ivoiriens, en 2024, Ouais. mais les Ivoiriens, ils ont gagné le cœur des autres, pourquoi? Mais parce que ils ont accueilli les populations étrangères comme les leurs. Moi, j'étais à San Pedro. La ville de San Pedro, c'était celle où était le Maroc. Ouais. J'ai commenté les matchs du Maroc à San Pedro. C'est un grand port, le port de San Pedro. La ville de San Pedro était devenue marocaine. Les Ivoiriens ont pris les Marocains dans leur cœur. Ils les ont accueillis, mais vraiment comme si c'était les leurs, quoi. Ouais. Et vous voyez dans la ville circuler les Marocains sur dans les petits taxis, les machins avec les Ivoiriens. Il y avait une osmose, c'était fluide, c'était intéressant, il y avait des dialogues. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Alors, moi, je fais confiance au peuple marocain pour gagner ça. Quand le Maroc joue, que vous soyez pour votre équipe nationale, c'est normal. Mais allez voir les autres, regardez les autres pays, encouragez-les, donnez-leur un peu de votre amour. Vous aimez le football? Dans la Botola, vous avez beaucoup de joueurs étrangers. Vous avez vu certains joueurs étrangers briller dans la Botola? Ils vont revenir avec leur pays. Je pense à des joueurs botswanais. Il y en a eu des Botswanais dans la Botola, n'est-ce pas? Il y a des Burkinabés aussi. Ils reviennent, oui, Issoufou Dayo, par exemple, qui a tellement porté à la renaissance de Berkane. Ces gars-là, ils vont revenir avec leur pays. Comme vous les avez aimés et supportés dans les clubs, allez les voir, encouragez-les. C'est la même chose. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le principal écueil qui guette le Maroc. S'il y a trop de chauvinisme, trop de nationalisme, à un moment donné, ça va gaver les gens. Ils vont dire, on en a marre. Le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc. Vous avez déjà gagné. Vous avez les stades, vous avez les infrastructures, vous avez une très belle équipe nationale. Et jamais aucun pays africain n'a fait aussi bien que vous. Vous êtes demi-finaliste d'une Coupe du Monde. Donc, pour l'instant, vous êtes là. Et grand favori de la CAN. Mais maintenant, montrez-vous magnanime. Allez au-delà de ça. Et montrez que non seulement vous être une grande puissance en termes de sport et de football, mais que vous êtes aussi un grand pays en termes d'hospitalité quand il y a un événement sportif. Parce que être hospitalier quand c'est la saison touristique, c'est pas compliqué. Mais être hospitalier dans un événement comme ça. Je ne sais pas. Vos adversaires, vos adversaires dans la compétition, bon, c'est autre chose. Voilà pourquoi j'espère vraiment, c'est un souhait que j'émets, qu'il n'y aura pas de débordement de trucs négatifs et que on ira encourager des pays qui ne sont pas le Maroc. Mais je pense que le dernier match entre la Guinée et l'Algérie, entre parenthèses, et comment ça a été passé au niveau d'organisation, au niveau d'accueil de l'équipe nationale algérienne, dans ce temps-là, dans ce moment-là, avec tout ce qui se passe, etc., ça donne des signes positifs que toute l'Afrique seront la bienvenue au Maroc. D'ailleurs, permettez-moi de saluer Hosni Zardoudi. Ce gars, c'est un journaliste tunisien. Il nous a ramené à l'aéroport du Carthage en 1994, figurez-vous, quand vous étiez en Tunisie. Je parle de vous, Franck. Alors, en 94, est-ce que Hosni m'a ramené à la fin de la CAN tunisienne ou est-ce que c'était après la finale de Taraji contre Zamalek? Je me souviens pas dans quelle circonstance. Ça a été après la finale, la fin de la CAN. Après, lui, il est en train de regarder. Il peut répondre par rapport à cette question. Hein. Je le salue, mais moi, je suis venu en mars pour la CAN en Tunisie, en mars 94. J'ai évidemment un souvenir ému. J'étais de cette Coupe d'Afrique des Nations tunisienne, et je suis revenu à la fin de l'année parce qu'il y avait la finale entre Taraji et Zamalek, et il y avait une démonstration absolue de Taraji, avec notamment mon grand copain qui est décédé malheureusement, Hedi Ben Rentissa, comme on l'appelle. Il a marqué un très grand but. Il avait marqué 2 buts ce soir-là, et moi j'avais fait un grand papier dans France Football. Et alors je me souviens pas si Hosni m'avait aidé en repartant de la CAN ou à l'issue de cette finale. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'étais reparti avec un souvenir
j'étais reparti avec un souvenir. Dans mes bagages, j'avais le maillot du Ahli du Caire et le maillot de Zamalek. Parce que mon Ouais. correspondant égyptien qui connaissait ma passion pour les Ouais, mais maillots africains. là, il est en train de répondre. C'est le poulain de Omar Rouila. Bien sûr, que Dieu le C'est bénisse. que le bénisse. Ouais. Oui, Et oui, donc, j'avais quitté Tunis-Carthage après la finale Taraji-Zamalek avec les deux maillots, Ahli et Zamalek. Et hum. malheureusement, ces maillots-là m'ont été volés dans mes bagages. Depuis, Eh j'ai ben, réussi à m'en procurer d'autres, mais ils avaient un, comment dire, un goût particulier pour moi parce que c'était des maillots qui arrivaient du Caire. C'était pas des trucs que j'avais eu ici. qu'on peut acheter. Et bref, oui, ouais, mais en tout cas, ouais, c'est le football africain. On pourrait en parler des heures ensemble, hein. Moi, ça fait depuis bien longtemps, ça fait plusieurs décennies que je le suis. Et j'ai cette passion et bien sûr. Et ça, on en a parlé tous les deux avant même de faire cet entretien, Ouais, mais oui. j'ai envie de le préciser ici parce que les gens doivent se dire, ouais, mais on a l'impression que Franck, euh, il est, euh, il est totalement, comment on va dire, il est conquis par le Maroc. Mais je ne peux qu'être conquis par le Maroc. J'ai eu à collaborer et travailler avec une société qui s'appelle Max Sport, dont le Oui. patron est un Marocain, le docteur Youssef Haïjoub. Et donc, j'ai travaillé avec cette société qui est adossée, qui travaille avec la Fédération royale marocaine de football, qui Ouais. assiste toutes les équipes nationales et même des clubs marocains dans l'organisation de stages et de matchs amicaux. Et Oui. donc, avant la Coupe du Monde 2022, j'ai eu à vivre un petit peu, un petit peu, un peu dans l'intimité de l'équipe nationale, avec Ouais. Walid Regragui, avec son encadrement technique, etc. Et donc j'ai vu ce que c'était. J'ai vu comment les dirigeants marocains travaillent en interne. J'ai vu Hum. comment l'encadrement technique marocain travaillait. Vous savez, quand le Maroc a été en demi-finale, mais je n'étais pas surpris. Je vous promets, je n'étais pas surpris. Tous les mois, tout ce que j'ai vécu à partir du mois d'août jusqu'à la Coupe du Monde à Qatar, Qatar. le dernier match, vous savez, le dernier match amical, le dernier match d'opération, c'était un match qui s'est joué à Sharjah, Tout à où fait. le Maroc a battu la Géorgie 3-0, avec Tout à notamment ce but de fou de Ziyech. fait. De Et puis les Hakim. premiers pas de Bilal Ranous, c'est les premiers Tout pas à fait. de Ranous, n'est-ce pas? J'ai vécu tout ça de août jusqu'à novembre, décembre, et je me disais, ils ont tellement bien travaillé, il y a eu tellement d'intelligence, mais comment cette équipe ne pourrait pas être performante en Coupe du Monde? Et j'ai eu la chance, c'est que je travaillais pour une radio française et à chaque fois on me demandait de venir travailler sur les matchs du Maroc. Et ça a été comme ça jusqu'au match de la troisième place, parce qu'ils allaient loin, parce qu'ils étaient bons, c'était une équipe qui, sans être spectaculaire, était efficace et a fait la fierté du football africain, pas seulement marocain, la Bien fierté sûr. du football africain et la fierté du football arabe. Ils ont fait Ouais. un truc extraordinaire. Et je ne peux être que positif parce qu'à chaque fois que je vais au Maroc, quand je vois comment les clubs, les principaux grands clubs travaillent, je pense à la Renaissance de Berkane, que j'aime beaucoup aussi, quand je vois les équipes nationales marocaines, franchement, bravo, chapeau, magnifique. Donc, Merci. bravo. On sera très heureux de vous accueillir au mois de décembre, hein, d'accord? D'être parmi nous. C'est votre deuxième pays. Et franchement, ça a été un très grand plaisir d'échanger avec vous par rapport à cet événement Merci. c'est-à-dire du lundi de la CAN, parce qu'on va pas trouver mieux que vous, qui connaît bien le football africain. Je vous laisse un dernier mot avant qu'on clôture cette interview-là. Je sais que ça a été pas facile, une journée de la Ligue des Champions avec quelques matchs qui jouent en même temps, mais je vous remercie vivement par rapport au temps que vous m'avez accordé. Je vous laisse le mot de la fin, Franck. Alors déjà, merci pour l'invitation. Merci d'avoir permis de venir m'exprimer aujourd'hui parce que lundi, il y a des problèmes techniques et j'en suis encore, je vous présente mes excuses par rapport à ça. Et puis, de vous dire que je suis dans mon salon. J'ai chassé mes enfants parce qu'ils étaient là il y a encore 1 heure et demie, ils étaient à côté de moi. J'avais mon bébé de 4 mois dans les bras aussi parce que j'ai une petite fille de 4 mois. Et donc, du coup, je suis heureux de pouvoir partager des choses comme ça parce que c'est ma passion absolue. Et je suis quelqu'un de bienveillant. J'aime fondamentalement le football africain. J'aime le Maroc. J'aime tous les pays africains sans exclusivité. Et donc, voilà. Que les gens qui ont envie de me suivre sur Insta le fassent
sans souci, même sur Facebook, avec plaisir. S'il y a des gens qui ont envie d'aller de temps en temps sur mon site de football qui s'appelle 2022mag.com, qu'ils le fassent. On est un site, on écrit en 3 langues, anglais, français, mais aussi arabe. Ouais. Donc voilà, et on parle des pays arabes, hein, tout le pays du Golfe, mais on parle aussi bien sûr de Maroc avec la Botola, les grands clubs. On parle de l'Égypte, on parle de l'Algérie, on parle de la Libye, de Soudan, de Mauritanie, etc. C'est ça aussi qui est notre passion. Les années m'ont amené à m'intéresser à un football à côté du football africain, qui est le football arabe, qui est un football passionnant. Il y a qu'à voir. On a une belle surprise au mois de juin avec la Jordanie qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. C'est magnifique. Donc, vous dire que en vieillissant, je m'intéresse aussi. Le Ballon d'Or maintenant est très éloigné de mes préoccupations, même si j'étais proche. Et aujourd'hui, ça m'intéresse vraiment le jeu, les joueurs, les entraîneurs, parce que vous parliez d'entraîneurs. Et c'est ça qui me plaît. Avant tout, le jeu, les joueurs, c'est la base de tout. Le football, c'est les acteurs et les actrices. Les jeunes, les joueuses, les joueurs. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse terminer les matchs de la Ligue. Merci beaucoup. Et bien sûr, on se reverra. Bien sûr, on se verra à notre moment, Inch'Allah, d'accord, pour un autre événement. Et merci beaucoup encore une fois. Passez le salut à toute la famille et on se dit à lundi. Hein. D'accord. Merci. Merci. Allez, au revoir. Merci. Au revoir.